et bienvenue sur la radio EBP pour échanger, bavarder et partager en direct. Cette émission est soutenue par l'agence EBP, EBP voulant dire la Evidence Based Practice. L'agence EBP est un organisme de formation continue en lien avec la kinésithérapie. Cette émission de radio a été pensée dans le but de vous donner littéralement la parole. Par ce nouveau format, nous souhaitons que chacune et chacun puisse apporter son expérience, ses connaissances, ses questionnements, ses incompréhensions. Nous voulons vraiment que cette émission soit le lieu de débat enrichissant et constructif qui nous fasse toutes et tous avancer dans nos propres réflexions. Samedi dernier, nous vous avons accueillis pour notre toute première émission sur le thème de la téléconsultation et vous étiez déjà plus de 200 à nous écouter sur Discord. Malheureusement, des soucis techniques ne nous ont pas permis de vous diffuser le live sur Facebook ni une version en rediffusion de l'émission, petit problème d'enregistrement du son. Alors pour nous rattraper, nous avons décidé de vous proposer ce matin une deuxième émission sur le thème de l'autonomisation du patient. Plusieurs thèmes en lien avec ce sujet seront développés donc tout au long de l'émission. Nous évoquerons entre autres les avantages et les inconvénients, à la fois pour le patient et pour le thérapeute, les compétences nécessaires également à cela et bien d'autres sujets qui émergeront certainement de nos discussions. Vous pouvez suivre l'émission en live depuis la page Facebook de l'agence EBP. Normalement ce matin ça fonctionne, en tout cas on croise les doigts pour cela, ou bien directement sur le site Discord. Vous trouverez le lien sur le post Facebook de l'émission ou bien sur le mail que vous avez éventuellement reçu. Nous vous conseillons vivement de venir sur Discord, à la fois pour être sûr de la qualité du son et de la rediffusion, et également pour pouvoir échanger en live via le chat de l'émission, que vous trouverez intitulé « Réactions et discussions indirectes », mais également pour intervenir à l'antenne. L'objectif de l'émission, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de créer du débat en direct. Donc, pour intervenir à l'antenne, il suffit de proposer votre sujet, votre question, dans l'onglet intitulé « Je veux intervenir en live », tout simplement. Donc, si tout se passe bien, l'émission sera disponible en rediffusion, à la fois sur la page Facebook de l'agence EBP et sur YouTube, et en format podcast. Mais encore une fois, n'hésitez pas à venir directement sur Discord. L'utilisation est très simple. Vous n'avez pas besoin nécessairement de télécharger l'application. Il suffit de cliquer sur le lien depuis ordinateur, tablette ou téléphone, comme vous le souhaitez. Cette émission a été imaginée et préparée par 3 personnes, Guillaume Deville, Clément Biro et moi-même, Nolwenn Poquet. Pour cette émission, Guillaume sera notre consultant aux côtés de notre invité. Clément sera au standard et je vous accompagnerai pour animer l'émission. Donc, je vais tout d'abord demander à mes acolytes de se présenter. Nous avons Clément qui sera au standard et donc vous entendrez si vous venez participer à l'antenne. Et coulisses à gérer le passage des auditeurs en direct. Donc Clément, bonjour. Peux-tu te présenter brièvement, nous dire éventuellement ce que tu attends de cette émission ce matin? Salut tout le monde. Déjà, je suis content de voir pas mal de personnes se connectent déjà sur le chat sur Discord, donc ça c'est plutôt cool. Moi je bosse à Bordeaux dans un cabinet libéral, je travaille à l'agence EBP sur la page Instagram et puis quelques autres missions avec eux pour les vidéos et les e-learning notamment. Au niveau des conflits d'intérêts, donc je fais cette émission avec l'agence EBP. Je suis aussi en poste à la FMCK, qui est l'association francophone Mackenzie, dans laquelle je fais partie de la commission communication. Donc ça, c'était pour mes conflits d'intérêts, voilà. Super, merci Clément et bonne émission. Nous avons ensuite Guillaume qui nous a géré déjà la technique ce matin et qui sera notre consultant aux côtés de notre invité que je vais présenter juste après. Donc Guillaume, bonjour. Peux-tu te présenter également et nous dire également quelles sont tes attentes par rapport à cette émission ce matin? Bonjour Nolwenn, merci de l'introduction. Moi je suis kiné en Charente. Comme pas mal de vous doivent le savoir, je suis un des fondateurs de l'agence EBP. Voilà, donc forcément on va tôt ou tard parler de certains qu'on organise.
Donc, j'ai ce conflit d'intérêt à déclarer. Je pense qu'on va être amené à parler d'entretien motivationnel et je suis formateur dans les cours d'agence EBT. J'ai aussi ce conflit d'intérêt là. Et j'en ai sans doute d'autres que j'essaierai de divulguer au fur et à mesure si jamais j'y pense, j'espère. Ouais, j'espère que la technique va mieux fonctionner que la dernière fois. Là, on était peinard, une demi-heure en avance, tout marchait. Et d'un coup, j'avais quelque chose qui s'est mis à pas marcher, donc j'ai essayé de sauver des meubles en urgence. Là, je sais pas ce que ça va donner sur Facebook, mais normalement, ça devrait le faire, j'espère. Donc, comme tu disais, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, la qualité est bien meilleure. Là, on aura un enregistrement. Donc, du coup, moi, mes attentes, c'est que déjà au niveau technique, ça se passe mieux. Et puis, je suis curieux d'avoir des retours de la part de nos confrères sur le sujet d'autonomisation du patient, éventuellement des questions. Et puis j'ai hâte d'en discuter avec toi, Nolwenn, et puis avec Aurélie. Ok, ça marche. Merci Guillaume. Et puis on croise les doigts pour la technique, il n'y a pas de souci. Je suis sûre que ce matin, ça va aller. Et donc, nous avons la chance d'avoir ce matin pour inviter Aurélie Lacour, qui est kiné et également formatrice en entretien motivationnel. Bonjour Aurélie et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette deuxième émission. Je vais te laisser également te présenter à nos auditeurs et auditrices et nous dire également rapidement peut-être l'expérience que tu as par rapport à l'autonomisation des patients, également tes attentes également par rapport à l'émission. Ok, bonjour à tous, bonjour Nolwenn, bonjour Guillaume, bonjour Clément. Déjà, merci de cette sollicitation. Ça fait plaisir de pouvoir vivre cette émission avec vous et d'échanger avec tout le monde. Donc moi, je travaille en cabinet libéral dans le 93 à Noisy-le-Grand, dans un gros cabinet de groupe où il y a une bonne dynamique. Mes expériences en tant que sur l'autonomisation du patient, c'est ce que je vis au quotidien, puisque c'est un peu la philosophie du cabinet, c'est qu'on essaye de rendre nos patients acteurs. Donc c'est un sujet vraiment qui me parle. Au niveau des conflits d'intérêt ou de ce que je fais avec l'agence, c'est que je suis formatrice en entretien motivationnel, comme tu le disais Nolwenn, au sein de l'agence EBP. Donc j'ai la chance de pouvoir participer lors des cours avec Guillaume Ville, Charles Lagarde, François Bleudet, Jean-Luc Weiler et Bérangère Duhaut, de faire partie de cette équipe-là. Et c'est vraiment une chance et un plaisir. Voilà, que dire de plus. Mes attentes pour aujourd'hui, ça serait de pouvoir échanger avec vous tous sur cette vision-là de l'autonomisation du patient, qui est un sujet vraiment très large et très intéressant, je trouve. Parfait, merci beaucoup Aurélie. Et merci donc à tous les trois pour cette introduction. Merci effectivement à tous les auditeurs et toutes les auditrices qui nous ont déjà rejoints. Donc juste un petit rappel, si vous souhaitez intervenir en direct, il suffit simplement de proposer votre sujet, votre question dans le salon qui s'intitule « Je veux intervenir en live », tout simplement. Et là, Clément sera aux manettes et vous expliquera comment procéder. Et je tiens juste vraiment à rajouter et insister là-dessus que vous êtes vraiment tous et toutes les bienvenus pour intervenir. C'est vraiment ça qui fera la richesse de nos discussions. Lors de la dernière émission, nous avons eu 6 auditeurs qui sont intervenus et je tiens à les remercier à nouveau ce matin s'ils nous écoutent. 100% de ces 6 auditeurs étaient des hommes et j'ai envie de croire que c'était purement lié au hasard. Mais au cas où, je voudrais juste dire ceci. Si vous êtes un homme, surtout, ne restreignez pas votre parole. Et si vous êtes une femme, ne vous forcez pas à parler si vous n'en avez pas envie. Mais simplement, sachez que si vous avez quelque chose à dire, vous en êtes absolument libre, qui que vous soyez. Voilà. Ceci étant dit, nous allons pouvoir ouvrir la discussion. Et donc, ce matin, nous allons parler d'autonomisation du patient. C'est une notion qui a été un petit peu évoquée la semaine dernière, si vous avez écouté l'émission sur la téléconsultation, ou du fait d'une consultation à distance. Effectivement, cette notion d'autonomie du patient est revenue et c'était quelque chose d'important. Mais évidemment, c'est quelque chose qu'on retrouve dans notre quotidien, en pratique, que ce soit en présentiel ou en consultation à distance. Donc peut-être, je vais te relancer du coup, Aurélie. Et peut-être est-ce que tu peux nous dire, tu nous disais que c'était un petit peu la philosophie du cabinet, mais peut-être est-ce que tu peux nous dire comment c'est venu toi dans ta pratique cette notion
le patient acteur? Alors, je pense que la première fois où j'ai été confrontée un peu à cette vision d'autonomisation, même si elle a, je pense, évolué par la suite, c'est lors de mon cursus Mackenzie, puisque j'ai fait un cursus Mackenzie au tout début post-diplôme. Et donc, je pense que cette vision-là d'essayer de rendre le patient acteur et non pas passif lors d'une séance, comme j'avais pu le faire depuis peut-être une année après le diplôme, c'est vraiment là où j'ai eu un déclic sur l'importance de faire en sorte que le patient il soit présent, il soit vraiment au cœur de la séance et que ce soit lui qui prenne un peu les rênes. Même si je pense au début de ma pratique Mackenzie, j'étais plus sur un mode de fonctionnement qui n'est plus du tout, j'espère en tout cas, le cas aujourd'hui, une autonomisation du patient qui était un peu directive. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, pour le coup, je pense que la première fois que j'ai été confrontée à ça, c'est en pratiquant la méthode Mackenzie, en essayant d'impliquer le patient sur des auto-exercices et des choses qu'il allait devoir faire lui, tout seul, à la maison, sans la présence du kiné. D'accord. Et du coup, effectivement, tu disais que peut-être que tu as changé aujourd'hui sur la façon d'autonomiser le patient. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement les différentes façons peut-être je rentre peut-être là déjà dans les détails, mais d'autonomiser le patient? Quand tu disais que tu étais peut-être plus directive au début. Oui, en fait, je pense que ce qui a évolué et ce que j'essaie de faire évoluer encore aujourd'hui, c'est la relation qu'on a avec le patient, cette espèce d'esprit de collaboration et de partenariat. C'est au tout début, j'étais tellement contente d'avoir appris une méthode qui fonctionnait, qui avait montré ses preuves, que je voulais absolument leur dire à quel point c'était bien, leur montrer que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour eux et c'était la solution et la bonne solution. Donc j'essayais à tout prix de leur montrer, de leur convaincre que c'était ces mouvements-là qu'il fallait qu'ils fassent chez eux, que c'était comme ça qu'il fallait les faire, que ce nombre de fois-là c'était bien. Alors bien sûr, j'essayais de garder on va dire une empathie de profession médicale où on a envie de le bien pour l'autre. Mais quand même, il y avait une démarche un peu de ok, vous allez faire ça, et puis si vous faites ça, ça va marcher, parce que vraiment, je vous dis que je sais que c'est ça qui est bien. Donc, tout en essayant de l'accompagner, je pense que voilà, j'essayais de convaincre et de dire oui, c'est ça, ça marche bien, et d'encourager un peu dans ce sens-là. Donc, c'est en ça que c'était assez directif comme méthode. D'accord. Et aujourd'hui, je vais essayer de tendre vers plus un partenariat et une collaboration où l'objectif, c'est que le patient, il le ressente, il le vive et que ça soit une évidence pour lui sans que ce soit moi qui lui dise que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Mmh. Guillaume, toi, quel est ton parcours, j'ai envie de dire, par rapport à ça, au niveau de ta pratique, et comment est-ce que tu as évolué par rapport à l'autonomisation des patients? Moi, je pense que c'est un peu similaire, Aurélie, et je pense que ça doit être le cas de pas mal de gens. En fait, on part d'une profession qui historiquement est très interventionniste, où on fait des choses et pour le patient. Et donc, on a habitué les patients à ce qu'on fasse des choses pour eux. Et puis voilà, moi c'est pareil, hein, dans mon cursus Mackenzie, j'ai été frappé notamment par l'importance d'essayer de laisser le pouvoir au patient un maximum et que dès qu'on faisait des choses à sa place, on prenait un petit peu de ce pouvoir-là et que on prenait le risque, qui est pas toujours, qui s'avère pas toujours vrai a posteriori, mais on prenait le risque que le patient ait à nouveau besoin de nous le jour où ça va pas. Et puis surtout, en fait, je pense que la première étape, c'est que par rapport à cette méthode-là, où on demande au patient de faire des exercices chez lui et de surveiller certaines postures, si le patient le fait pas, ça marche pas. Et comme on voit qu'il y a des patients qui des patients que ça aide beaucoup, on est très frustré, on a très envie que ça aide tous nos patients, enfin du moins ceux qui répondent à cette approche-là. Et dans notre volonté d'aider l'autre, comme dit Aurélie, on a tendance à être un peu directif. Alors d'abord, on se dit, si je veux qu'il y ait plus de chances qu'il le fasse, il vaut mieux qu'il ait fait que ça au cabinet et qu'il voit que ça lui fait du bien, et pas qu'il revienne en disant que c'est mon massage qui lui a fait du bien et pas des exercices qu'il a fait. Supprimer ce doute-là. Et donc après, du coup, on se dit, il faut vraiment qu'on trouve des stratégies pour qu'il fasse par lui-même.
Et puis après, on se dit que c'est quand même vachement bien quand le patient il est autonome parce que finalement, on doit avant plusieurs semaines de délai, etc. Enfin, moi, je parle pour ma situation. Donc, du coup, le renouvellement de patient, c'est bien. Si les gens peuvent se débrouiller, bah, c'est chouette. Et là, on comprend après l'intérêt de l'autonomisation. Et puis bien sûr, bah, au départ, on est directif parce qu'on n'a pas appris à faire différemment. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a certains patients pour qui le fait d'être directif, bah, le patient, entre guillemets, il résiste, on va dire. Et du coup, ça, c'est assez agaçant parce que nous, on veut l'aider, on se dit qu'il y a un truc qui peut vraiment l'aider. Et puis finalement, bah, il ne le met pas en place. Alors, on se dit bon sang, mais s'il savait, enfin, ouais, c'est très très inconfortable. Et là, on se met à chercher des stratégies pour sortir de ces situations-là. Et c'est ce qui m'a amené à l'entretien motivationnel et ce que disait Aurélie par rapport à l'esprit d'entretien motivationnel à être moins directif et à être plus dans les idées, on appelle ça en entretien motivationnel. Et comme le disait Aurélie, en fait, à aider le patient à raisonner par lui-même et à dire par lui-même qu'il a besoin de les faire plutôt que le thérapeute lui dise. Vraiment, c'est un chemin, et je pense que c'est un chemin un peu général pour la profession. Après, j'entends régulièrement cette expression de rendre le patient acteur. C'est des choses que j'ai beaucoup entendues, moi, dans les IFMK par des étudiants. Et j'ai une expérience avec un étudiant en faisant passer un diplôme d'État. Où cet étudiant-là, en présentant son travail de fin d'études, il utilisait beaucoup de mots tout faits. J'ai l'impression d'avoir un homme politique en face de moi, quoi. Donc, rendre le patient acteur, plein de mots, des grands principes. Et au bout d'un moment, je lui ai posé la question, mais concrètement, tu fais quoi? Et il repartait sur les grands principes. Et donc, je pense que c'est intéressant d'avoir ces principes en tête, de bien les comprendre, etc. Après, il faut savoir comment faire. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil pour vraiment les appliquer. Autrement, ça reste juste des paroles, quoi. Oui, de ce que j'entends là, de ce que vous dites, c'est que effectivement, par notre volonté, on a une volonté de vouloir, d'une certaine façon, changer le patient en le rendant plus autonome, plus acteur. Mais ça doit d'abord passer par un changement de notre part sur notre façon d'être en tant que thérapeute. Et du coup, ça passe par une remise en question déjà de nos pratiques, effectivement, et j'allais dire des techniques qu'on utilise entre guillemets, parce que c'est pas forcément des techniques manuelles. On parle là plus de communication et de comportement avec le patient. Ouais. Mais de ce que vous dites, effectivement, c'est marrant le parallèle entre vouloir changer, vouloir rendre le patient plus autonome, pas forcément le changer, mais le rendre plus autonome. Ça passe par une modification de nos pratiques aussi, quoi. Ça. J'ai Clément qui me demande si c'était lui l'étudiant. Alors Clément, non, c'était pas toi. C'était la même promo, mais c'était pas toi. Je fais passer son PE. Ouais, j'ai rencontré comme ça. Il y a une personne. Tu veux rajouter un truc, Aurélie, je crois. Non, mais j'étais d'accord avec ce que disait Nolwenn, ça peut passer. C'est nous qui changeons déjà notre vision, notre comportement et notre façon d'interagir avec le patient, ça va être grandement favorable, en tout cas pour l'autonomiser. Ouais. Et un truc, en y réfléchissant, là, du coup, en t'écoutant, Aurélie, en y réfléchissant, moi, je me rends compte que finalement, si je suis allé vers cette démarche-là, c'était pas forcément au départ pour autonomiser le patient, c'était au départ parce que j'avais une stratégie qui semblait marcher, et que forcément, quand je propose des choses à des patients et que ça marche, ben, ça renforce mon estime de moi, en fait, ça me fait du bien. Et du coup, pour que les gens arrivent à appliquer ce truc-là, qui, quand ça marche, ça me fait du bien, alors ça leur fait du bien aussi, hein, mais ça me renvoie une bonne image de moi, mais je suis allé vers des choses comme ça, de l'importance de l'autonomie, etc. Et maintenant, je suis parti là-dedans, j'ai plus de recul et je comprends plus l'intérêt, et j'ai plus le souci de me centrer sur le patient et sur l'autre. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a quand même ce chemin-là. Et si on a des stratégies, beaucoup de stratégies passives, que c'est des choses qui nous amènent de bons résultats, on a des bons retours des patients, etc., et qu'on se sent bien avec ça, je peux comprendre que on soit pas forcément dans cette démarche d'aller par là, en fait.
Mm. Et malheureusement, entre guillemets, c'est que quand on constate les bénéfices d'autonomiser nos patients, de les rendre capables de gérer leurs problèmes, c'est que quand on constate ça, qu'on se rend compte de l'importance et du fait que c'est vraiment chouette. Et du coup, après, on va le renforcer. Mais finalement, moi, j'ai l'impression que j'y suis venu de manière indirecte. Et voilà, je me dis que ça peut me permettre de comprendre les personnes qui peuvent être un peu soit réfractaires à l'idée, soit des personnes soit des personnes qui vont évoquer ces principes-là oralement et avoir envie de le faire, mais qui en pratique ne le font pas vraiment. Mm. Dans le chat, on a Marguerite qui nous dit aussi que c'est un peu le même principe pour l'alliance thérapeutique, dont on parle aussi beaucoup en théorie. Comme ça, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, et l'application en pratique est pareil. C'est quelque chose qui reste différent. Effectivement, comment on fait, comme tu disais Guillaume, comment on fait en pratique, effectivement, pour construire cette alliance thérapeutique. C'est un joli mot, mais effectivement, ça demande aussi du travail, des compétences pour construire ça, cette relation avec le patient. Non, en fait, ça rejoint plein de trucs. Hein. L'histoire de l'alliance thérapeutique, on met ça en avant parce que il y a des études qui ont montré que c'était un facteur majeur, quoi. Que c'est vraiment un facteur super important, l'alliance thérapeutique, et parfois même dans certaines études plus important que la technique qu'on utilise. La qualité de l'alliance thérapeutique prédit mieux l'évolution du patient que la technique qu'on utilise. Donc, le fait de voir ça dans les études fait que ces mots-là, maintenant, on les sort. Mais après, et donc du coup, maintenant, c'est comment on fait pour avoir une alliance thérapeutique de qualité. Et c'est comme les histoires des drapeaux jaunes. Hein. C'est à un moment donné, voilà, on sait que c'est ça les facteurs les plus importants pour l'évolution d'un patient vers la chronicité. Donc du coup, tout le monde met ça en avant. Et donc du coup, maintenant, on arrive à des phases où, ok, comment on fait pour s'occuper de ça, quoi. Donc c'est un processus qui prend du temps. Mais là, voilà, donc ce que Marguerite nous propose par rapport à l'IFMK, c'est qu'effectivement, on se rend compte que c'est important. Sauf que peut-être qu'à l'IFMK, dans son expérience, elle n'a pas eu l'étape d'après de, ok, on sait que c'est important, maintenant comment on fait, quoi. Comment on travaille ça. Mm-mm. Alors justement, comment on fait? Comment on fait? On peut venir au comment. Après, moi, j'aurais bien envie quand même d'avoir votre avis sur pourquoi, en fait. Pourquoi c'est important d'autonomiser les patients. Qu'est-ce que ça leur apporte, en fait? Aurélie, peut-être que tu veux commencer là-dessus? Encore une fois, chaque personne est différente, donc ça peut apporter des choses différentes et chaque personne dépend. Mais si on essaie de réfléchir en se mettant un peu à la place d'un patient, l'autonomisation, ça peut lui rendre sa liberté, quoi, de plus être dépendant d'un thérapeute. Et en ces temps de confinement, l'autonomisation, c'est bien, ça peut être utile. En tout cas, d'avoir quelqu'un qui est capable de faire le point sur ce qui lui arrive dans sa vie, sur une pathologie, et puis d'avoir une connaissance de comment réagir seul face à une situation, d'avoir développé des facultés d'adaptation, de réaction, qui lui sont propres en fait, par une stimulation que nous on aura pu un jour initier. Et pour moi, l'autonomie pour un patient, ça va être lui rendre le pouvoir sur lui-même en fait. En entretien motivationnel, on a la notion de croire vraiment en les capacités de l'autre. Et donc, si on croit en les capacités de l'autre, l'autonomie, ça serait vraiment pour un patient, pardon, le fait de, ok, je crois que ce patient va pouvoir lui-même tout seul essayer à présent de gérer son problème parce qu'il en a les moyens et les capacités. Donc, ça serait, permettre d'ouvrir les yeux sur le fait que la personne est capable elle-même d'avoir une solution. Ce serait ça pour moi le principal apport pour le patient. Donc ça, du coup, à nouveau, d'un point de vue culturel, que ce soit pour les gens, pour nous, etc., c'est quand même un sacré pas à franchir, quoi. C'est d'arriver à prendre sur recul que nous, déjà, vraiment, vraiment croire dans le fait que si le patient, on l'aide à comprendre un maximum de choses,
et avoir suffisamment de notions, ben, il va adopter des comportements qui vont faire qu'il va pouvoir gérer sa santé et transmettre ça au patient, potentiellement à son entourage. Donc vraiment, il y a quand même un certain nombre de barrières là-dedans qui sont pas faciles. Et, je pense que c'est un truc qu'il faut pas qu'on attende tout de suite de tous nos patients et que c'est quelque chose qui doit se construire petit à petit avec les changements de pratique, avec des expériences des patients qui voient à quel point ça les aide, etc. Et peut-être que en entretien motivationnel, il y a aussi la notion de respecter le temps du patient. Donc accepter le fait que il y a certains patients pour qui ça va mettre plus de temps et pour qui ça va être plus difficile, et de comprendre que c'est pas forcément de sa faute et que c'est sans doute du fait des soins auxquels il était exposé avant, des soins auxquels ont été exposés ses proches, etc. et qui ont entre guillemets marché. Ça, en fait, ça soulève vraiment beaucoup de questions pour comprendre tout ça. Oui, effectivement, comme ça a déjà été évoqué, ça remet aussi en cause notre modèle médical, à la fois centré sur généralement le médecin, et effectivement où on a culturellement la notion que le soignant, en tout cas, est le sachant, c'est lui qui va apporter la connaissance, le soin, et on n'a pas du tout été formé et culturellement c'est pas du tout inscrit que le patient en fait effectivement c'est la personne qui a toutes les ressources et qui a juste besoin effectivement d'un coup de pouce, d'une aide du soigngnant, mais qu'on devrait d'abord se baser sur les compétences et les capacités du patient pour rééquilibrer la relation en tout cas entre le soignant et le patient. Donc effectivement, il y a beaucoup de barrières qui viennent aussi, enfin qui viennent pas que du patient, qui viennent aussi du monde des soignants, quoi. Ouais, c'est sûr, on a créé ce fonctionnement-là. Hein. Comme de toute façon, c'est comme toutes les différentes croyances que peuvent avoir nos patients, qui aujourd'hui sont des connaissances obsolètes, on va dire, mais qui étaient des connaissances à un certain moment, des connaissances sur lesquelles on se basait. Et ces connaissances-là qui ont évolué et maintenant qui sont des freins parfois à leur évolution et à leur bonne évolution aux patients, faut pas rêver, hein, c'est les professionnels de santé qui les ont mis dans la tête des patients. Donc et c'est pas une critique, c'est normal, on fait avec les connaissances du moment. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la science qui peut nous donner des réponses qui sont un peu plus proches de la vérité enfin un peu plus proches de la vérité, qui n'est pas forcément la vérité, mais un peu plus vrai que fausse, on va dire. Alors qu'avant, on n'avait pas tout ça, quoi. Et, tout ça, c'est une évolution normale. Maintenant, maintenant, dans l'idée d'autonomiser le patient, c'est dommage. J'essaie de retrouver ça et de proposer, mais dans un cours, moi, que j'ai fait un IFMK à Saint-Denis, j'avais envoyé un questionnaire aux étudiants avant de venir faire le cours, c'était des K3. Et je leur ai demandé, pour vous, c'est quoi l'intérêt de faire des exercices chez eux pour les patients, en fait. Et ils m'avaient sorti tout un tas de réponses. J'avais classé ça par thème. C'était assez complet. Alors là, j'ai pas le bon ordi là pour vous le reproposer, mais on voit que même des étudiants qui n'ont pas forcément d'expérience qu'on peut avoir en tant que praticien de plusieurs années, mais qui sans doute sont sensibilisés par rapport à leur IFMK, avaient vraiment retrouvé tout un tas de facteurs vraiment intéressants. Et ce truc-là, quand je représente en formation continue avec des professionnels diplômés, en général, on ne trouve pas beaucoup de trucs supplémentaires. Hein. C'est assez complexe. Je suis un peu désolé, je vous fais du teasing. Hein. mais c'est vrai que bon, il y a quand même tout un tas de choses importantes et notamment après toutes ces histoires de drapeaux jaunes à nouveau qui sont des freins à l'évolution du patient. Si le patient il a moins de craintes inappropriées par rapport à ce qu'il peut faire, ce qu'il peut pas faire, forcément il sera plus autonome dans l'idée de est-ce que je peux reprendre cette activité qui me manque et dont j'ai besoin pour mieux dormir, pour être moins stressé, pour être en meilleure santé, etc.
Il y a vraiment beaucoup de dimensions. Mm. Et il y a Charles sur le chat que au final, ce qu'on dit, c'est que nous pensons souvent que notre expertise en tant que soignant donc prime sur le ressenti du patient pour le guider vers la guérison. Et le modèle biopsychosocial, au final, nous guide vers une ouverture de notre compréhension qui va placer le patient au centre. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, c'est ça. Hein. C'est cette espèce de bascule. Au lieu de se centrer sur ce que nous, on sait faire pour potentiellement aider le patient, c'est se centrer sur qu'est-ce que le patient il peut faire pour lui-même et qu'est-ce qui lui manque et qu'est-ce que je peux l'aider à trouver par lui-même et qu'est-ce que je peux lui apporter en plus de mon expérience, de mes connaissances qu'il ne pourra jamais trouver tout seul en fait. Mais du coup, c'est vraiment un changement de position parce que ça reste aussi un concept de soins patient centré. Alors juste un petit détail. Pendant le Paris Philosophy Summit, il y a une personne qui avait posé une question sur l'histoire du patient centré en disant qu'elle préférait la notion de personne centrée et pas patient. Et en fait, parce que ce terme de patient, là, ça pouvait avoir une connotation en français de la personne qui patiente et qui va venir quand nous on aura décidé en tant que professionnel de santé par exemple, et puis passive quoi. Il y a Aurélie Morichon qui est venue me voir à la fin des questions suite à ces questions-là et qui m'a dit mais attends en fait patient ça vient du mot patior et patior c'est celui qui souffre. Donc en fait il n'y a aucun lien avec le fait de patienter. Et voilà, donc centré sur la personne qui souffre, donc le patient centré c'est pas forcément un problème, mais encore une fois ça c'est un concept en histoire du patient centré et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à réaliser. Il faut vraiment changer de positionnement, il faut vraiment être dans ce que disait Aurélie tout à l'heure, dans cette confiance dans le fait que l'autre il va être capable de faire ce qu'il faut si on lui donne tous les outils, dans le fait que si on a je sais pas moi, si on a un bon sol qui est bien préparé, qui a tout ce qu'il faut, qui a plein de vie, qui a plein de, ben on met la graine et la graine c'est elle qui pousse, c'est pas nous qui allons pousser pour elle en fait. Donc cette confiance là, elle est nécessaire et c'est vraiment un changement de paradigme. Tu voudrais en dire un peu plus là sur ce point, toi Aurélie, qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord, complètement d'accord avec vous. Hein. Et moi, je pense, depuis 2 ans, là, j'encadre des mémoires à l'école d'Alençon et je vois un peu plus, du coup, les programmes des étudiants de cette école-là. Et on sent vraiment que le centré patient, j'aimais bien la notion de centré personne parce qu'on est plus sur de l'humain et on prend plus la globalité, mais là, je m'éloigne un peu. Mais du coup, le centré patient, c'est vraiment une préoccupation qu'ils ont alors qu'ils ne sont pas encore diplômés. Et je trouve que c'est une belle évolution. Moi, maintenant, ça va faire 10 ans que je suis diplômée. Et on n'avait pas autant cette notion du centré patient. Et on était quand même ceux qui avaient fait des études pour apprendre des choses, pour trouver les solutions qui allaient aider le patient, faire en sorte que voilà, c'est nous qui savions un petit peu ce qu'il fallait qu'il fasse, quoi. Donc on n'avait pas cette notion-là, on était vraiment sur une réflexion plutôt, pas centré patient, centré thérapeute. On voulait leur donner notre information, délivrer la solution parce que on savait mieux qu'eux, quoi. Et moi j'ai l'impression vraiment que même dans la réflexion, avant même d'avoir travaillé, aujourd'hui les étudiants ils sont déjà sur une vision, ok, on essaye d'être centré sur le patient. Après, comme tu dis, comme tu t'expliquais Guillaume, il y a la théorie et la pratique, mais déjà d'en avoir conscience avant même d'avoir commencé à travailler, je trouve que c'est une belle évolution de notre profession. Et c'est au centre de l'autonomisation, ça fait clair. Ça c'est chouette parce que en fait peut-être que ça trahit, alors là je fais des suppositions, hein, mais peut-être que ça trahit aussi des changements de mode d'apprentissage dans les écoles. Parce que si on a des enseignants qui utilisent des modes d'apprentissage actifs où ils basent vraiment sur la réflexion des étudiants pour construire des connaissances, par rapport à ce modèle où on a un enseignant qui nous donne des connaissances et qui est censé tout savoir, donc qui est censé être omniscient, dès qu'on lui pose une question, il faut absolument qu'il ait la réponse, etc. En fait, inconsciemment, on habitue les personnes à répéter, les soignants à répéter les mêmes comportements, de se dire c'est à moi de dire à d'autres ce qu'ils doivent faire, et je dois tout savoir, alors ça nous met une pression pas possible d'ailleurs, et c'est
bien évident plutôt que de s'appuyer sur tout ce que le patient peut apporter. Mais peut-être que des changements de mode d'apprentissage peuvent nous aider à faire cette transition-là de façon un peu plus naturelle. Ouais. Il y a Michael qui fait un commentaire là, qui m'intéresse. En fait, ce qu'il dit, c'est que le but c'est d'améliorer l'autonomie du patient dans sa vie, mais parfois ça peut nécessiter de passer par des soins où il n'est pas 100% autonome et où on partage en fait la responsabilité du soin. Pour lui, c'est pas un problème. Et en fait, ce qu'il dit, c'est voilà, se centrer sur ce que le patient peut faire, c'est intéressant. Juste, si à un moment donné ça suffit pas, bah, peut-être que il faut miser sur d'autres choses. Alors ça, c'est un truc qui est vraiment important parce que on retombe dans ces notions de dualisme où on est obligé de choisir un camp et de s'y tenir. C'est-à-dire de se dire, bah, soit je fais tout pour le patient et il fait rien, soit c'est le patient qui fait tout et moi je fais rien. Et forcément, les extrêmes, ça pose problème. Et en fait, c'est un espèce de continuum. On peut mettre le curseur, on va le mettre différemment avec chaque patient. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Juste, une des idées aujourd'hui, c'est de favoriser d'abord tout ce que le patient peut faire par lui-même. Non seulement parce que bah, ça nous permet de perdre moins de temps et de pas d'expliquer par exemple des choses qu'il sait déjà, donc vérifier d'abord ce qu'il sait ou ce qu'il sait faire, vérifier toutes les ressources dont il dispose lui avant de chercher à lui en apporter qui sont sans doute pas adaptées, peut-être pas adaptées à sa vie, déjà tout ce qu'il a déjà et qui est déjà adapté à sa vie. Et puis à partir de là, à un moment donné, si le patient il a besoin de quelque chose qu'il peut pas avoir tout seul, alors est-ce que si on réfléchit, on va le trouver? Oui. Est-ce que même en réfléchissant, on ne trouvera pas? Ben, à ce moment-là, non, on est là pour les aider quand même. Donc on peut intervenir, on peut partager du savoir, on peut partager des informations, de l'expérience, on peut intervenir physiquement et faire des choses avec nos mains ou autres, ou guider le patient à faire un exercice d'une certaine manière et plus que d'une autre. Donc ça, et ça c'est des choses. Je pense que l'idée c'est pas de faire un choix définitif. Comme toutes les modes, en fait, quand il y a une nouvelle mode qui arrive, on a tendance à se réfugier dedans, à rejeter l'ancien fonctionnement. L'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'on priorise, mais après de se servir de tout ce qu'on a, quoi. C'est alors moi ça m'évoque un truc quand j'ai fait les premières formations que j'ai faites avec Mike Stewart, ça fait un petit moment maintenant. En fait, lui, quand il va faire des exercices aux patients, il a un espèce de jeu où il leur demande de créer des exercices avec un objet. Et pendant 1 minute, il dit aux patients, en fait, un maximum d'exercices avec cet objet. Et en fait, on se retrouve avec des patients qui font bouger leur dos sur le qui pose problème, leurs bras ou autres. Et à la fin, la proposition, c'est de se dire, bah, voyez, vous avez trouvé un exercice pour vous qui fait bouger votre dos, on peut se baser là-dessus. Donc en fait, l'idée, c'est de dire de partir d'un exercice que le patient a inventé. Et ça, moi je voyais les participants, moi j'ai eu du mal à comprendre au départ, mais les participants étaient assez réfractaires à ça parce que c'est plus nous qui donnons le bon exercice. Ouais. Là, on part d'un exercice que le patient fait lui-même, et on peut se dire, oulala, peut-être il va faire d'une manière qui peut être problématique, et cette espèce de lâcher prise, de laisser de vraiment la main au patient pour inventer son exercice. Je pense que c'est très difficile. Après, ce qu'il faut bien recentrer, c'est que il propose un traitement pour une population de patients qui a des douleurs persistantes et c'est vraiment très très sévère et donc qui font quasiment plus rien. Donc au moins c'est une façon de bouger pour eux. Et souvent c'est des patients, de toute façon, il faut d'abord les faire bouger avant de leur faire des choses très très spécifiques. Il faut d'abord qu'ils bougent pour se désensibiliser leur système nerveux. Mais l'idée de se dire que cette stratégie-là, on peut l'appliquer à tous les patients, pour moi, c'est une erreur parce que il y a des patients, ils vont trouver des bonnes idées d'exercice, juste par rapport à notre expérience et nos connaissances, s'ils modifient un peu l'exercice d'une certaine manière, l'exercice aura moins de chances de les irriter, de les allumer, l'exercice aura plus de chances de leur apporter un bénéfice plus rapidement. Un autre exemple, c'est, et après j'arrête, mais je commence déjà à trop parler, mais un autre exemple, c'est un patient qui va faire du renforcement. On peut très bien lui dire, à votre avis, combien de mouvements vous pouvez faire pour l'instant, et pour progresser, comment vous allez faire, qu'est-ce que vous pouvez faire.
Et puis il va choisir d'amplitude, de mouvement, il va choisir les poids, la répétition, les séries, et on peut très bien le suivre là-dedans. Maintenant, il y a des situations où ce sera pas un problème, et il y a des situations où il y a des choses qui s'allient plus vite. On sait que s'il va pas dans certaines amplitudes au départ, il va avoir moins de chances de s'allumer. Et donc du coup, je pense que c'est important de bien arriver à mélanger les choses et à associer tout ça, plutôt que de les opposer et d'être trop, de trop choisir un camp et de rester bloqué dans ce camp-là. Ouais, Merci Guillaume. Du coup, Michael souhaitait intervenir à l'antenne pour justement rebondir sur ce qu'il nous a proposé et du coup ce que tu viens de développer, Guillaume. Donc bonjour Michael. Oui, bonjour. Oui, bah, je peux rebondir sur ça. C'est vrai que mettre un peu de nuance, parce que c'est vrai que des fois, quand on entend parler d'autonomisation du patient, on a l'impression que il faut forcément aller là-dedans. Mais autonomisation est sûrement un bon mot, parce que c'est plutôt un processus, un but à atteindre. C'est pas blanc ou noir, comme tu l'as dit. Donc c'est vrai que ça c'est assez intéressant, mais c'est surtout pour ça que je voulais intervenir. Moi, j'ai l'exemple d'un patient avec de très très grosses responsabilités, qui voulait pas en plus avoir la responsabilité du soin, qui voulait se décharger. Et bon, bah, c'était une décision partagée de pas faire tout en autonomie et que bah, moi je fasse une partie. Et voilà, et c'est pas forcément problématique, loin de là. Ou alors des patients avec des handicaps lourds, des choses. Peut-être que le patient, même arrivé au bout du bout de nos techniques, et ben il y a une partie soit de capacité, soit de volonté qui manquera pour que le patient soit 100% autonome dans son soin. Et voilà, après, tant que le patient il gagne en autonomie dans sa vie, je pense que c'est plus important qu'il ait de l'autonomie dans sa vie plutôt que de l'autonomie dans son soin. Donc à choisir, même si c'est des soins moins autonomes, ça vaut quand même le coup. C'est pour ça que je voulais intervenir. Ouais. Aurélie, peut-être que tu veux réagir par rapport à tout ça. Oui, merci de ton intervention. C'est bien de souligner l'importance de la nuance. En fait, ce que tu dis là, c'est que en étant centré patient, bah, tu peux jamais te tromper finalement. Tu es vraiment à l'écoute de ton patient, il t'exprime et toi tu ressens ce dont il a besoin et c'est pas quelque chose de figé, c'est vraiment un processus qui peut évoluer, qui peut varier et qui a des nuances. Et comme tu l'as bien dit, bah, l'objectif c'est l'autonomie, mais aussi l'autonomie dans la vie. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit sur le fait que voilà, il y a de la nuance et il faut être à l'écoute du patient. Et encore une fois, le fait d'être centré sur son patient, c'est vraiment hyper important. Être à l'écoute de l'autre et de ce qu'il exprime. Et ce que disait Guillaume aussi au début, c'est respecter le rythme de l'autre. Et ce rythme-là, bah, il peut varier et l'autonomisation, elle en découle. Et ça se transmet comme ça, je pense. Ouais, complètement, ouais. C'est vrai. Vas-y. Excuse-moi, non, je partage quelque chose qui m'avait marqué et je pense que c'était justement en formation d'entretien motivationnel avec un des formateurs, mais je ne me souviens plus son nom. Il nous disait que, à table, que en fait, il y avait un de ses patients, ça faisait 7 ans qu'il était bloqué au même niveau. Et pour illustrer en fait le fait que bah, des patients ont besoin de plus ou moins de temps et que bah, nous on a qu'à être, il faut être là, mais des fois ça va pas aussi vite qu'on aimerait. Et c'est vrai que c'est ce que je me disais, bon, peut-être que les patients avancent pas parce que c'est moi qui n'utilise pas les bonnes techniques, mais quand le formateur en entretien motivationnel depuis des années suit, un patient il reste bloqué là, et puis bah faut respecter sa propre moralité, ça permet de pondérer un petit peu par rapport à la technique de communication, on dit que il peut être indépendant. Ouais, c'est important à clarifier avec le patient, ça. En fait, je pense que le formateur qui avait dit ça, c'est un médecin. Oui. Ouais. Et donc un médecin généraliste. Et effectivement, nous, on n'est pas dans les mêmes temporalités justement que le médecin généraliste parce qu'on voit des patients, enfin je pense, comme des personnes qu'on a pour une période de temps. Alors que le médecin généraliste, enfin une période donnée, quoi. On a un certain nombre de séances, bon, on peut peut-être renouveler, mais en musculo-squelettique, du moins, on a des patients sur une période de temps et puis on va pas les voir forcément pendant 10 ans. En médecin généraliste, a priori, il peut suivre un patient toute sa vie. Donc quelque part, d'accepter que ça lui prenne 7 ans pour arrêter le tabac, il vaut mieux l'accepter et que ça finisse par arriver que se mettre à batailler avec le patient et que ça n'arrive jamais, quoi. C'est un peu...
Et il y a une image, alors je sais pas pourquoi je pense à lui ce matin, je crois que je l'ai dit. Il y a une image que Mike Stewart il ressort aussi de temps en temps. C'est l'image du poulpe qui s'accroche. En fait, ça c'est un de ses responsables qui lui pendant quand il travaillait, un de ses responsables qui lui avait dit parce qu'il était frustré de pas aider tous les patients. Et il prenait l'image du poulpe qui s'accroche au rocher avec ses différents tentacules et pour essayer de choper de la nourriture. En fait, qui va passer, donc il y a de la nourriture qui va s'arrêter dans les tentacules et il y en a qui passent entre les deux. Et comme son responsable lui avait dit, mais tu auras toujours des patients qui vont passer entre tes tentacules. Après, par contre, le truc, c'est que tu restes là, et peut-être que quand ils vont repasser par le même chemin, bah, peut-être que cette fois-ci, tu vas les attraper ou pas. Mais ça, c'est quelque chose de normal, en fait. J'aime beaucoup cette métaphore. On a Brice qui souhaite intervenir aussi ce matin, qui souhaite nous apporter son expérience, on va dire, par rapport à cette notion de prise en charge patient-centrée dont on a parlé. Donc, bonjour Brice et bienvenue. Bonjour à tous. Salut Guillaume. C'est vrai. Oui, alors moi j'ai aucun conflit d'intérêt. Hein. Je viens juste parler parce que peut-être que je suis un des plus vieux qui écoute en ce moment l'émission. Moi je suis sorti en 96 de l'école de kiné. Et donc effectivement, on était on abordait à peine la création des bilans. Vous voyez, c'est assez historique. Et donc, dans la création des bilans, on était surtout centré sur déterminer l'objectif de la difficulté de telle articulation, prothèse de joue, prothèse de hanche, etc., etc. Et donc, effectivement, on parlait un petit peu qu'est-ce que voulait le patient, mais on était surtout dire, bon, ok, vous voulez faire ça, mais on va faire ceci, par exemple, pour votre prothèse de genou, et ça va se passer comme ça. On ne leur demandait absolument pas etc. Ça, c'était la formation en 96 dans l'Est. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je veux dire, c'est que la science de la lecture de Miller et Rolnick d'entretien motivationnel, et il rappelle très bien que justement dans nos formations de professionnels de santé, on arrive en fin d'études en étant entraîné à trouver, à fournir une bonne réponse parce qu'on doit faire des arbres décisionnels pour qu'il y ait ceci ou cela. Et effectivement, ça donne ce côté un peu directif. Voilà. Est-ce que Aurélie, peut-être tu peux revenir là-dessus? Oui, ce qui souligne, c'est l'évolution en effet de la profession, ce dont on parlait tout à l'heure. Le fait qu'on est vers une évolution où on est plus à l'écoute du patient et où on va essayer d'être le moins directif possible. Donc, c'est chouette de voir que à tout âge, on peut continuer à changer de vision et on peut continuer à avoir une flexibilité sur notre pratique. Et je trouve que ça, c'est vraiment c'est une richesse énorme. Alors, si vous me permettez, j'ai ce changement de vision grâce à une technique, ma technique, pour ne pas la nommer. C'est vraiment la technique qui a révolutionné ma pratique. Et puis après, je dois dire un grand merci à Guillaume et un grand merci à Mike Stewart, auquel j'ai participé à des formations. Et puis c'est vrai que c'était fantastique. Donc voilà, je pense que l'intelligence, c'est de savoir parfois changer d'idée depuis toujours. Voilà. Merci beaucoup, oui, c'est surtout bravo à toi. Hein. On a beaucoup de très jeunes participants dans nos formations et je me sens de plus en plus vieux, ça pique. mais c'est vrai de temps en temps, on a des... tu vois, vu ton année d'école, il n'y a pas tant d'écart que ça finalement. Mais ouais, on a vraiment des participants parfois en fin de carrière. Donc vraiment ils sont même plus loin que toi, Brice. Et je trouve ça assez admirable de cette capacité d'arriver à se remettre en question et à changer, parce que ça oblige à accepter l'idée que pendant des années on n'a peut-être pas fait aussi bien qu'on aurait aimé, et être capable de ça, c'est très très, moi, je trouve ça magnifique, quoi. Donc je rejoins Aurélie. Ouais, merci à toi d'avoir cette ouverture là, et puis je pense que c'est cool pour tes patients.
Ouais, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'essaie de faire de mon mieux. J'aime pas dire que je suis bon, non, j'essaie simplement de faire de mon mieux et d'utiliser mes deux neurones. Euh, et effectivement, je suis plus par dire, je suis un peu de nature et je pioche telle info, telle info. Et il y a un côté un peu Saint Thomas, quand j'entends parler d'une technique, ben, je vais faire la formation pour me faire ma propre idée. Et c'est cette curiosité, je pense, qui me permet d'avoir cette ouverture d'esprit. Ouais. Tu vois, là du coup, on fait un catalogue, hein, désolé, mais là moi, ça me fait penser aussi à ce que propose Tim Martin-Cuse au début de son cours que je lui ai piqué. C'est cette notion d'atmosphère, de respect, de curiosité. Donc, la curiosité, ça marche que si on respecte le point de vue de l'autre et qu'on essaie de comprendre. Et qu'on n'essaie pas de le lier au nôtre ou d'imposer le nôtre. Donc, vraiment de se dire, ok, je mets de côté euh, mes représentations pour vraiment accéder au mieux aux représentations de l'autre. Et puis après, je ferai mon choix. Je prends des choses, j'en prends pas, peu importe. Mais cette capacité-là est vraiment importante dans tous ces sujets-là. Et ça rejoint à nouveau le fait d'envisager le patient aussi comme ça, quoi. Et de vraiment être curieux de tout ce qu'il a déjà vu et de pas préjuger. Ouais, donc ça c'est une grande force. Je sais pas si la bière aide là-dedans, Brice. Tu arrivé à boire un tas de différentes bières sur Facebook, mais bon, j'espère que je vais y arriver comme ça. Oui, et du coup, ce que tu disais, Brice, également sur le fait que tu as besoin de te faire ta propre idée pour savoir si quelque chose te convient, en tout cas, ça revient aussi au fait de demander, enfin, d'inciter le patient à faire sa propre expérience aussi pour savoir si qu'on lui propose lui convient également. Je trouve que le parallèle peut se faire aussi entre les deux. Mais je pense que c'est là aussi où alors là, moi, je me rappelle d'un questionnement avec Mathieu Guiraud, donc un formateur McKenzie, avec qui j'avais fait mon premier niveau d'entretien motivationnel il y a plusieurs années. Et du coup, il n'avait pas enchaîné, et puis il a repris le cursus après, il est repris avec nous. Mais je me rappelle, il m'avait dit un truc en disant, le problème, c'est que nous, quand on a un patient qui fait des exercices et qui se sent mieux tout de suite, on n'a pas besoin de le convaincre, en fait. On n'a pas besoin de le convaincre du fait que s'il le refait par lui-même, ça va aller. Et donc, du coup, euh, c'est sûr que quand on a des stratégies de modification de symptômes qui font que le patient améliore un mouvement, un geste qui est important pour lui, sur le moment, on peut se dire que c'est plus facile de rendre autonome dans le fait de reproduire ces choses-là, de reproduire ces exercices. Mais finalement, déjà on n'a pas ça avec tous les patients, et puis ça nous met une pression pas possible d'essayer de trouver ça avec tous nos patients, et ce qui n'est pas possible, justement. On ne peut pas trouver ça avec tous nos patients, donc on se met dans des situations qui peuvent être un peu difficiles parfois et assez frustrantes. Et puis, ouais, et encore une fois, on finit par se centrer sur ce qui va nous aider, nous, à améliorer le patient, et pas sur ce qui se passe du côté du patient, quoi. Mm. On a Madeleine de Paris qui souhaite poser une question également. Donc, bonjour Madeleine, à toi la parole. Bonjour. Bonjour, Madeleine. Bonjour. C'est vrai, je posais en fait une question à propos des patients qu'on a avant de faire une formation. C'est vrai que, on travaille avec eux avec les outils qu'on a, puis quand on est en formation, on apprend plein de nouvelles choses et on a envie un peu de les remettre en application assez vite. Et pour le patient, c'est souvent déstabilisant le côté un peu où on a envie parfois de tout changer. Et c'est vrai que, c'est quelques patients que j'ai en tête où en fait on a les difficultés, les drapeaux jaunes, et en fait sur le coup on comprend pas très bien ce que c'est, puis on a le côté théorique qui arrive, on se dit d'accord, en fait c'est ça qui bloquait, mais c'est pas forcément pour ça qu'on arrive en fait à modifier les choses, et parfois le patient il a oui, mais en fait on sent que, qu'il y a quand même échec dans la compréhension, dans le fait de vouloir un peu modifier les choses. Et c'est vrai que parfois, je ne sais pas très bien s'il faudrait limite se dire, bon, est-ce qu'on remet tout à plat? On prend presque 1 heure pour en fait discuter du fait
peut-être qu'il faudrait modifier les choses ou limite se dire est-ce qu'il faudrait qu'il voit un autre kiné pour quelque part reprendre un peu à neuf. Enfin, parfois je me sens hyper frustrée parce que je sais pas si le problème vient plus de moi, si je m'y prends mal ou si en fait c'est normal et que voilà. En fait, ce que tu veux dire, c'est quand tu amènes, c'est un patient que tu as déjà en soins et que tu amènes des nouvelles techniques et qui vont changer la façon de le prendre en charge, c'est ça? Oui, en fait, j'ai vraiment en tête le cas d'une patiente qui avait une capsulite et qui, effectivement, il y avait beaucoup de croyances, de choses qui font quand même qu'il y avait obstacle. Et effectivement, quand je voulais apporter des nouveaux outils en me formant, par exemple, dans le contrôle moteur ou en ayant les consciences de plus système nerveux sensibilisé, que j'avais envie d'apporter ça, je réalisais en fait à quel point elle était bloquée dans ses croyances. Et en fait, je lui ai expliqué qu'il fallait quand même vraiment que son épaule, elle s'en occupe, quoi, qu'elle la fasse bouger. Une capsulite, ça peut pas être réglé par 1 ou 2 séances de kiné par semaine. Et en fait, à chaque fois, elle disait, j'ai pas fait mes exos, mais il y avait un côté où je disais, mais pourquoi en fait? Et j'arrivais pas, je sentais qu'à chaque fois, ça faisait savonnette et qu'on n'arrivait pas vraiment en fait à bien communiquer. Et voilà, et parfois, je me dis, c'est peut-être moi qui bataille trop, ou en fait, peut-être que juste là, ça avance pas, mais c'est pas quelque part ma faute, parce que voilà. Ouais, d'où cette idée de mettre les choses à plat. Ok. Alors en fait, il y a plusieurs trucs. Un des premiers trucs, moi j'utilise une diapo au début de mon cours où il y a une personne qui est contre un mur et il y a plein de couteaux autour et il y a un lanceur de couteaux devant. Et l'idée c'est de dire, en fait là vous allez apprendre plein d'outils, mais le piège souvent c'est quand on a des nouveaux outils, on a tendance à les balancer à la tronche de tous nos patients en suivant parce qu'on est enthousiaste, on est content, etc. Alors que eux parfois ils n'ont rien demandé. Et ça rejoint peut-être pas exactement ta situation, mais parfois je pense qu'il faut qu'on se méfie de ça parce que ça fait qu'on n'est pas centré sur le patient, on est centré sur ce que nous on a envie de sortir. Et à côté de ça, ce qui est difficile, c'est que pour que nous, ces outils, on arrive à les maîtriser, il faut qu'on les utilise. Et comme ils sont frais dans notre tête, on a envie de les utiliser pour les maîtriser. Et il y a cette question parfois on va essayer des choses avec nos premiers patients et ça va peut-être pas si bien me passer, mais c'est ça qui va nous permettre d'aider mieux les suivants, quoi. Donc c'est assez difficile parce qu'on a affaire à des êtres humains et que c'est pas juste je suis en train de poser des carreaux en ce moment, c'est pas juste découper un carreau test pour rater le premier et c'est pas grave parce qu'on en a d'autres. Là c'est des êtres humains, quoi. C'est pas juste du matériel. Donc ça c'est pas évident. Après effectivement je comprends cette idée à un moment donné de clarifier avec la patiente, de dire voilà, moi vous êtes sur une vision, et moi du fait des connaissances que j'ai aujourd'hui et d'expériences que j'ai par rapport à votre pathologie, pour moi votre vision elle vous amène dans le mur et je pense qu'il y a des choses qui peuvent beaucoup plus vous aider. Donc du coup je pense que c'est ça que je comprends dans l'idée de prendre un temps avec la personne pour vraiment en discuter, mettre les choses à plat et voir si vous arrivez à vous mettre d'accord ou voir si vous arrivez à vous dire que finalement non, vous avez des visions qui vont pas se rejoindre et donc du coup je comprends cette idée potentiellement de passer la main, quoi. Est-ce qu'Aurélie, tu as des choses à ajouter peut-être justement sur cette notion de communication avec le patient, comment s'adapter et à quel moment savoir si c'est nous qui n'arrivons pas à avoir la bonne communication ou si au final le patient ne changera pas comme dont on a parlé tout à l'heure du respect du rythme du patient. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça? Je crois qu'Aurélie, en fait, ça marche plus de son côté. Elle m'a envoyé un message, ouais. Je lui ai demandé de se déconnecter, de revenir. Ah mince, bon, on a perdu Aurélie. D'accord, bon. Ça veut dire qu'il nous arrive un truc. Oui, jusque-là, tout fonctionnait. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de Madeleine, là, de ce qu'on vient de dire? Alors, merci. En fait, j'ai un truc, c'est que ça coupe pas mal, en fait. Donc, je sais pas si le coup des couteaux, c'est ça. Ouais, en fait, je crois qu'on m'entend très bien, donc ça, c'est déjà sympathique. Oui. Mais que moi, je dois vraiment compléter un peu comme si j'avais un texte à trous quand je voulais. Non, c'est la faute des personnes. Mais je sais pas très bien pourquoi. Donc, c'est juste sur la diapositive des couteaux. Peut-être, je vais voir si j'ai compris. En fait, il y a le patient est entouré de couteaux
Et non, peut-être si tu peux me la redire, parce que je sens que c'était très important, mais j'étais bien d'accord. En fait, l'image, c'est que parfois parfois, si tu veux, on a plein d'outils, on apprend plein d'outils, et une présentation qu'on va avoir, le premier outil, On lui envoie tout à la tronche. On lui balance tout dans la tronche alors qu'il n'a rien demandé, en fait. On s'ajuste pas à lui, on a qu'une envie, c'est de lui apporter des choses qu'on a vues qui peuvent potentiellement l'aider, mais on n'a pas le recul de faire le tri dans ces outils. Et ce qui est normal, de toute façon, enfin, l'expérience nous permet d'affiner l'utilisation des outils. C'est notre expérience qui va nous faire voir que tel outil dans cette situation-là, il marche bien, et dans cette situation-là, il marche moins bien. Et au fur et à mesure, on va se retrouver à les choisir de façon plus automatique. Mais je pense qu'il y a une part de normal dans l'apprentissage, en fait, dans le processus d'apprentissage, de se retrouver dans la situation que tu as évoquée. Ce que tu as entendu là? Madeleine, tu es toujours avec nous? Pas sûr. Ah. Bon, on a... tu pourras écouter le replay. Ouais, que ça marchera. Ouais. Je crois qu'Aurélie est de retour. Je sais pas où elle nous a... Je suis arrivée au moment où Madeleine parlait de couteaux. Voilà, on a changé de thème de l'émission, on est parti sur les couteaux. C'est ça. C'est ça que j'ai. Oui, elle parlait, je sais pas si tu as entendu sa question de départ, Aurélie, ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Elle parlait justement de comment faire, donc par exemple quand effectivement on a fait une nouvelle formation et on a envie tout de suite évidemment de la mettre en pratique avec nos patients et qu'on sent qu'il y a des freins au niveau de nos patients pour justement changer et par exemple faire ces exercices. À quel moment en fait se dire que en fait c'est comme ça, c'est respecter le rythme du patient, il est pas encore prêt pour changer, ou alors se remettre en question soi et se dire qu'on fait pas bien, qu'on justement soit on veut trop en dire, trop en donner aux patients, ou qu'on n'a pas les bonnes techniques, les bonnes façons de faire. Donc c'était ça un petit peu son questionnement, si j'ai bien saisi. Ok. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand on sort de formation, alors tout dépend de la formation, quand on revient, si ce qu'on a appris est trop différent de ce qu'on a l'habitude de pratiquer avec nos patients, c'est sûr que ça peut être un peu violent d'essayer d'appliquer directement des choses que les patients n'ont pas du tout l'habitude de nous entendre dire ou de nous entendre ou de nous voir faire. Et si c'est trop différent de ce qu'on faisait avant la formation, peut-être que ça vient de nous aussi, la façon dont il va falloir le transformer et l'intégrer à notre pratique de façon progressive. Alors avec des patients qui ne nous connaissent pas, il n'y a aucun souci, mais des patients qui ont l'habitude de nous connaître et avec qui on a une certaine relation thérapeutique, si on arrive avec des nouveaux outils et qu'on veut les utiliser d'un coup et qui sont radicalement différents de ce qu'on a l'habitude de pratiquer, c'est vrai que peut-être parfois ça peut être compliqué. Et ça ne vient pas forcément du patient. Oui, ça va demander une adaptation. Probablement, en fait, que enfin, tu vois, ce que tu dis là, moi, ça me fait réaliser que finalement, il y a quand même un certain nombre de personnes, et puis je suis passé par là, qui vont utiliser des nouvelles stratégies qu'avec les nouveaux patients. Et probablement qu'effectivement, avec des patients avec qui on faisait différemment, il y a une difficulté en plus. En fait, avec des nouveaux patients, on peut s'entraîner à les utiliser, commencer à prendre confiance. Mais avec des patients qu'on avait déjà, alors on n'est déjà pas la confiance de les utiliser. Et en plus, on peut avoir peur du jugement du patient qui va se dire, mais attends, pourquoi il m'a fait faire tout ça avant? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure avec Brice, d'être capable d'accepter, de passer, de pas rester branché dessus pour avancer sur le futur. On peut craindre que le patient en face de nous, il nous reproche de pas avoir fait ça dès le début. Et oui. Et donc, du coup, il y a cette difficulté, cette crainte en plus, qui s'ajoute à notre manque d'habitude d'utiliser de nouveaux outils. Et ça met une difficulté, ça met une difficulté supplémentaire. Ouais. Et il y a Brice justement ça tombe bien que tu en parles, Guillaume, qui souhaitait intervenir et rajouter quelque chose par rapport à ça. Alors, juste par contre, question technique. Voilà, c'est bon. Brice, de retour, qui souhaitait réagir par rapport à ce que disait Madeleine.
Et comme je disais, je suis sur comment atteindre les vieux, donc l'expérience, parce que j'en ai fait quelques-unes des formations à tous les niveaux, même si les derniers temps, c'est effectivement moins plus technique. Donc j'ai une formation, j'ai fait de l'ostéo, j'ai fait McKenzie, après on a passé aux neurosciences avec Mike Stewart, j'ai fait Greg Lehman, et là je vais faire encore d'autres choses sur la douleur, donc c'est technique moins, des formations moins techniques, mais ce que je disais un peu dans ma formation, c'est que surtout quand si c'est des techniques manuelles, passives, ou même non passives, enfin, ou même actives, c'est de les amener par couche. Il ne faut pas tout chambouler, dire bah voilà, le vendredi j'ai fait comme ceci, je suis parti en formation et lundi je chamboule tout. Parce qu'effectivement, vos patients vont être perdus, donc tu vas comprendre. Par contre, de dire bah oui, la kiné évolue tout le temps, j'ai appris quelque chose un peu nouveau. Si vous permettez, on va essayer un petit peu ça sur vous. Ou même de rien dire, de changer, mais pas, pas d'appliquer à la lettre ce que va dire la formation, mais de créer tout de suite un petit peu votre. Moi, c'est ce que j'ai fait en McKenzie, je ne l'ai pas d'emblée, je l'ai fait pour les nouveaux patients, avec, où là, je les prenais en McKenzie pur et dur. Et mes patients précédents, qui étaient déjà là, qui ne connaissaient pas ça, mais je les ai amenés tout doucement par mes exercices. Au fil du temps, j'augmente ma séance avec la vie technique. Pour les stratégies que nous donne Mike Stewart, on va utiliser avec certains nouveaux patients douloureux chroniques, on va créer une séance type, et avec les autres, on va juste piocher un petit peu, comme un peu l'artiste, voilà, qui va utiliser des petites touches pour composer son tableau. Voilà, je pense que c'est ce qu'il y a le mieux à faire et la séance suivante, de demander au patient comment ça s'est passé la fois dernière. Si du matin, c'est pas mal, je sais quoi faire. Oui, merci Brice. On avait aussi sur le chat Sylvain qui nous faisait cette belle métaphore, quand on a un marteau, tout ressemble à un clou. Effectivement, quand on vient de faire une formation, on a envie de l'appliquer pour tout le monde, alors que c'est pas forcément le plus pertinent. Et comme ça a été dit, il faut y aller progressivement pour pas non plus trop chambouler le patient. Aurélie, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ça qui avait été dit? Non, ça me paraît relativement complet. Sauf que voilà, on s'adapte à chaque fois en fonction de nouvelles choses qui rentrent dans notre vie. Donc les formations, ça en fait partie. Et après de doser comment il peut l'intégrer, avec quel patient, quelle approche il peut appliquer. Il n'y a pas de recette. Donc c'est vraiment à chacun de voir avec les outils qu'il vient de découvrir, comment il a envie de les intégrer, avec quel patient ça paraît opportun de les utiliser. Parce qu'en effet, avec des patients, ça ne fera pas les bons. Il faut patienter et trouver le bon moment pour le faire. Donc, ouais, c'est la richesse de notre métier aussi, c'est qu'on a des possibilités de se former et que ça évolue. Donc, voilà. Ouais, en fait, moi, ce que je trouve là, c'est que ça nécessite une très grosse maîtrise de son réflexe correcteur. Moi, quand j'ai fait la formation McKenzie, j'ai bossé dans un cabinet où on faisait beaucoup de massages et d'électrodes. Et je me suis retrouvé du coup à vouloir appliquer à tous mes patients. Et il y a des patients où je voyais qu'ils ne le faisaient pas. Et mon comportement, ça a été un comportement d'évitement. C'est-à-dire que je suis parti et j'ai créé mon cabinet à un endroit où il n'y avait pas de kiné depuis des années. Et je me suis dit, tous les patients, on va les habituer à ça, quoi. Et donc en fait, j'ai évité le problème. Au lieu de trouver des solutions, j'ai évité le problème. Et là, ce que nous dit Brice, c'est que l'idée, c'est d'arriver à contrôler le fait que je suis convaincu que j'ai une stratégie qui peut aider plus ce patient si on l'appliquait de façon stricte, on va dire. Mais j'accepte qu'il y ait besoin de temps avec ce patient-là et que je peux le faire avec des nouveaux, mais celui-là, ça va prendre du temps et que j'accepte ce truc. Voilà, ça c'est un truc que j'ai pas été capable de faire à l'époque. Et c'est vraiment un truc quand des personnes me partageaient leurs difficultés, ou moi je leur disais, bah écoute, moi ma solution c'était partir, mais c'est comme un patient à qui on va avoir reproché d'avoir un comportement de peur évitement, en fait j'allais éviter le problème, quoi. Et voilà, ça demande vraiment une grande maîtrise de son réflexe correcteur pour arriver à faire ça.
Je sais pas si on a des nouveaux auditeurs en ligne là, mais je reviendrai bien sur cette notion d'autonomisation. On est en train de juste un détail, hein. Ce qui est mentionné là, on est en train de travailler pour créer un outil qu'on mettra à disposition de tout le monde pour aider les personnes à réfléchir à la formation, par quel bout ou outil de la formation ce serait le plus intéressant pour chacun à un moment donné de commencer. Quelle partie de cette formation-là va être la plus utile pour intégrer dans ma pratique à moi? On est en train de travailler sur un truc comme ça parce que je pense que ça manque. Donc ouais, j'espère que ça pourra aider à répondre à cette difficulté-là. Voilà. Ouais. Ok. Peut-être que donc là on a parlé beaucoup oui, de changement de pratique. Peut-être qu'on peut creuser un petit peu plus la question du comment. On a vu pourquoi un petit peu. Maintenant, comment autonomiser un patient? Est-ce que effectivement on a dit qu'il n'y avait pas de recette, bien sûr, mais est-ce qu'il y a des grandes lignes, des règles, on va dire, importantes pour déjà nous guider, pour savoir comment mieux agir pour rendre le patient plus autonome. Est-ce que Aurélie, tu veux commencer là-dessus? Dans la notion d'autonomisation, si on ne parle pas de recettes, on essaie d'être plus. Je trouve qu'il y a un point qui est important, c'est le fait que le patient, pour qu'il puisse s'autonomiser, c'est qu'il il adhère à ce qu'on est en train de dire et ce qu'on est en train de partager avec lui. Cette notion d'adhésion, en fait. Je trouve que c'est une notion. Le patient, on lui évoque des choses qui ne lui parlent pas et en quoi il ne croit pas et sur lesquelles il a d'adhérer, l'autonomisation risque d'être très compliquée. Donc, dans cette notion d'adhésion, on parlait d'alliance thérapeutique. Je pense que c'est vraiment une première étape très importante. Et donc l'alliance thérapeutique va être le liant de ce qui va permettre aussi de favoriser cette adhésion. Puis après, quand on décline dans l'adhésion, il y a plein de facteurs qui vont faire que le patient peut adhérer et va accepter d'aller vers cette autonomisation. Ouais, mais je trouve que la notion d'adhésion, c'est quelque chose d'important. Je ne sais pas si toi, Guillaume, Si je te rejoins là-dessus, moi là où un des principes que ça m'évoque le plus, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire la confiance. Alors ça va dans plusieurs dimensions, mais ça va rejoindre ce que tu as dit. Il y a certains auteurs qui définissent l'alliance thérapeutique, je crois que j'avais déjà dit à l'épisode d'avant, comme la confiance qu'il y a le patient dans la capacité du thérapeute à pouvoir l'aider. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, quoi. Le patient, faut qu'il ait confiance dans le fait que le nouveau comportement qu'il va adopter, parce qu'il va faire des choses par lui-même, il va mettre des choses en place dans son quotidien, comme des exercices, des activités, etc. Faut qu'il ait confiance dans le fait que ça puisse l'aider. Et puis après aussi, il faut qu'il ait confiance dans sa capacité à lui à pouvoir l'appliquer, à l'appliquer comme il faut, et à être capable de s'en sortir par lui-même. Donc je pense que cette notion de confiance dans ce qui lui est proposé et cette notion de confiance dans ses capacités à lui, c'est vraiment des clés pour que le patient puisse être autonome. Et donc, en fait, de valoriser le fait que lui, il peut faire les choses, de soutenir son autonomie, ça c'est des choses qui vraiment renforcer le sentiment d'efficacité personnelle, en fait. C'est ça, hein, le patient qui, alors, comme tu dis, hein, soit c'est le patient qui a des doutes parce qu'il se dit mais attendez, vous pensez vraiment que en faisant ça, il y a des choses qui vont s'améliorer. Alors c'est là où à nouveau nos techniques d'amélioration de symptômes nous rendent service parce que par l'expérience ils sentent un bénéfice, donc on peut plus embarquer des patients dans ces stratégies-là. Et puis il y a le patient qui a peur de pas le réaliser correctement, qui va revenir à la deuxième séance en se disant j'ai eu un doute, du coup j'ai pas osé le faire. Ou ouais c'est ça. Donc vraiment travailler là-dessus et du coup il y a plein d'outils sur la confiance qu'il y a le patient de réaliser l'exercice correctement par exemple. On peut très bien faire des vidéos d'exercices et avec son téléphone, on peut très bien lui donner des fiches qui récapitulent bien, qui décrivent bien l'exercice. Donc du coup le patient il peut s'y référer, ça le rassure. Et puis sur la première partie après,
l'aider à comprendre l'intérêt. Donc ça passe soit par son expérience, parce que lui, il a senti que ça lui faisait du bien, soit par la qualité de la relation thérapeutique qu'on a avec le patient, et le fait de pouvoir lui dire, bah, écoutez, moi, dans mon expérience, des patients dans votre situation qui ont eu ces réponses-là pendant la séance, en faisant ça chez eux, ils vont améliorer. Si on a une bonne plus enclin, il y a plus de probabilité qu'il l'essaye, au moins. Donc voilà, ça rejoint tout ça, quoi. La relation thérapeutique et la confiance, la notion de confiance. Ouais, donc c'est ce que tu viens de dire, Guillaume, effectivement, que le patient se fasse sa propre expérience, qu'il ressente lui-même les effets de ce qu'on lui propose, et effectivement la confiance, la solidité de la relation entre le patient et le thérapeute. Donc du coup là, ça demande des compétences communicationnelles, relationnelles avec le patient. Est-ce que ça pour vous c'est des choses qui s'apprennent? Comment est-ce qu'on progresse là-dessus? C'est des choses qui s'apprennent avec ça. À partir du moment où on a conscience et ça va être utile. Ça fait partie d'une démarche, changement de perception de la relation avec l'autre, la relation soignant-soigné. Parfois, elle peut évoluer en fonction de comment nous-mêmes on a envie d'évoluer aussi. Guillaume, est-ce que tu as des choses? Ah, tu nous as perdu. J'ai pas tout entendu ce qu'elle aurait dit. Oh. Je parlais de la relation soignant-soigné et que c'est quelque chose qui va évoluer, et parler d'apprentissage de la communication, il faut d'abord, ce que je disais, c'est qu'il faut d'abord être convaincu que c'est intéressant et que ça va être utile pour avoir cette démarche-là. Il faut croire aussi si on n'y croit pas, le réflexe correcteur, comme tu parlais de Guillaume, il a tendance à revenir, à ressurgir. Il faut vraiment avoir l'intime conviction que c'est ce fonctionnement-là qui peut être bénéfique à l'autre. Et si on a cette conviction, alors oui, l'apprentissage, c'est un apprentissage et comme toute chose, des nouveaux outils. Et ça demande de l'entraînement pour le maîtriser, mais avoir une communication qui va être bénéfique pour le patient, si on en est convaincu que ça peut aider l'autre, on va l'apprendre plus facilement et les outils vont nous paraître plus utiles et le fonctionnement encore plus palpable, quoi. Ouais, on rejoint la notion d'importance. On rejoint la notion d'importance et de changement de comportement, parce que là, on est en train de parler de changement de pratique, donc c'est un changement de comportement du soignant. Et effectivement, la première étape, c'est de réaliser que ce changement-là, il est important. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, on sait que l'annonce thérapeutique, c'est un facteur de réussite de prise en charge, on sait que voilà, tous ces facteurs-là sont importants. Donc, du coup, en tant que thérapeute, une fois qu'on a réalisé que c'est important, une fois qu'on a vécu, alors après l'idée c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a comme outil. Alors bien sûr que nous on est biaisé parce qu'on forme à l'entretien motivationnel et c'est une stratégie qui a démontré des effets, une efficacité dans le changement de comportement, notamment dans les comportements d'addiction, mais pas seulement. Donc le fait d'adopter des comportements favorables à la santé, donc c'est ce qu'on demande vraiment à nos patients. Et déjà comprendre cette importance-là, et après, par la formation, acquérir la confiance. Alors, la confiance dans le fait que la méthode va pouvoir aider les gens. Et nous, dans nos formations, on mise sur le fait que les participants, ils utilisent la méthode entre eux pour vivre la puissance de ces outils proposés et se rendre compte qu'il y a vraiment un potentiel dans ces outils à changer le comportement, à faire réaliser aux gens, etc. Et puis après, il y a la confiance du participant dans sa capacité, de l'apprenant et du professionnel, dans ses capacités à l'appliquer avec ses patients. Et là, encore une fois, je pense qu'on est en train d'essayer de travailler là-dessus parce que on a le sentiment que, en fait, on a beaucoup de gens qui viennent faire un niveau 1 en entretien motivationnel et qui comprennent l'importance de ce truc-là,
On a des très très bons retours à la fin des cours, etc. Et je pense que de toute façon, c'est ce qui continue de faire qu'il y a plein de gens qui veulent faire la formation. Mais par contre, il y a peu de gens qui vont se former plus, qui vont faire un niveau 2, qui vont chercher de la supervision. Et comme on sait qu'il faut arriver à un niveau de supervision pour avoir un certain niveau d'efficacité, on s'est posé la question et en fait on a eu quelques retours sur le fait que et parfois ils se sentent pas suffisamment en confiance pour appliquer avec leur pratique. Donc voilà, il y a tout un travail à faire là-dedans et c'est un truc où il faut faire le parallèle avec les patients. Tout ça se croise en fait. On peut très bien avoir des patients qui ont compris l'importance de changer leur comportement en santé, mais qui n'ont pas de confiance dans leur capacité de le mettre en place. Et c'est là où il va falloir qu'on leur apporte suffisamment de soutien. Il y a une relation entre le challenge qu'on demande aux gens, la difficulté de ce qu'on demande aux gens et le niveau de soutien qu'on leur apporte. Si on leur demande des choses très difficiles et qu'on ne les soutient pas du tout, ils vont jamais le faire. Si jamais on leur demande quelque chose de trop facile et qu'on les soutient à fond, en fait, c'est chiant. Si on leur demande quelque chose de relativement difficile mais qu'on les soutient trop, ben, c'est là où on fait tout pour eux et qu'ils sont pas autonomes. Il faut trouver ce bon niveau, de leur donner quelque chose qui soit suffisamment difficile pour que ça en vaille la peine et que ça soit pas ennuyeux, on va dire, et puis que ça puisse être utile aussi, mais trouver le bon niveau de soutien qu'on va leur apporter pour qu'ils aient confiance pour mettre en place, mais pas qu'ils aient l'impression qu'ils n'ont pas été capables de le faire par eux-mêmes. Donc il y a ce truc-là qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec Michael, qui est à un moment donné, c'est pas juste dire aux patients ben il faut que vous fassiez par vous-même, c'est l'aider à comprendre l'intérêt de faire par lui-même et après de faire le point avec lui de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire maintenant et qu'est-ce qu'on pourrait faire nous en plus pour l'aider à ce que ça aille plus vite potentiellement ou qu'ils se sentent capables de faire quelque chose d'un peu plus dur. Je sais pas si je suis clair, attendez. Si. Aurélie, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Bah non, c'était déjà bien détaillé. Et concrètement, est-ce que justement cette notion de supervision dans notre pratique pour nous donner confiance dans notre capacité à faire les choses, est-ce que c'est des choses que vous avez pu expérimenter en pratique, Guillaume ou Aurélie, je sais pas, c'est des choses que vous avez déjà fait? La supervision, pour le coup, ouais, c'est pour ma part, en tout cas, complètement lié à l'entretien motivationnel. On a la chance d'avoir pu avoir des supervisions avec d'autres formateurs en entretien motivationnel et d'avoir ce retour, déjà d'avoir une première écoute soi-même, de pouvoir échanger et partager sur cette écoute qu'on a pu avoir et d'avoir ensuite après le retour des autres, c'est très formateur. Ça fait grandir énormément. Ouais, c'est assez incroyable en fait la puissance de ce truc-là. En fait, encore une fois, c'est que quand on le vit qu'on réalise que ça peut apporter. Il y a des choses comme ça où on a beau essayer d'expliquer ou d'essayer de convaincre les gens, etc. Tant qu'ils n'ont pas mis en place, on a beau essayer de convaincre un patient que s'il fait ce mouvement-là, il va se sentir mieux après. Tant qu'il n'aura pas fait le mouvement et qu'il ne sera pas senti mieux après, en fait, il nous aura jamais cru avant. Donc l'idée c'est comment accompagner la personne pour qu'elle soit prête au moins à essayer. Donc là forcément dans l'alliance thérapeutique il y a quelque chose à faire. Plus notre relation est favorable, plus le patient il va être prêt à essayer les choses qu'on lui propose. Mais c'est pas pour rien que ce supervision il est nécessaire pour avoir un certain niveau de pratique. Ça fait vraiment beaucoup progresser, réaliser plein de choses par soi-même. Et je suis en train de me poser la question sur comment on pourrait apporter ça aux patients. C'est-à-dire, le patient qu'on va essayer d'autonomiser dans sa prise en charge, comment on pourrait lui offrir cette supervision, ce soutien qui va renforcer sa confiance en lui, dans ses compétences à mettre en place les choses par lui-même. Et si je me base sur ce que nous on fait en entretien motivationnel, une proposition, c'est d'avoir un retour avec un patient. Je sais pas moi, si un patient il a peur de pas bien faire son exercice, de lui dire écoutez, allez-y, montrez-moi
Et puis, une fois qu'il montre, lui dire, à votre avis, quels sont les composants de l'exercice que vous arrivez à bien réaliser. Donc, qu'est-ce qu'il arrive à bien faire. Et puis après, de lui faire verbaliser ça pour faire augmenter sa confiance en lui dans le fait que, ok, il arrive à faire des choses bien. Et c'est lui qui le dit. Donc, ça a vraiment de la valeur et c'est pas nous qui sommes en train de dire en tant que en position de paternalisme en fait de dire c'est moi qui le dis c'est bien c'est lui et après de lui dire et à votre avis qu'est-ce que vous pourriez amener qu'est-ce que vous aimeriez changer dans cet exercice là et le faire réfléchir parce que parfois les patients ils peuvent retrouver des choses par eux-mêmes et s'ils les retrouvent par eux-mêmes il y a plus de chances qu'ils s'en souviennent donc du coup quand il est chez lui il le fera plus facilement il sera plus autonome. Et après, une fois que on a vu qu'il restait encore des éléments, lui dire est-ce que vous voulez que moi je vous donne quelques repères supplémentaires qui pourraient vous aider encore à faire mieux et à ce moment-là, lui proposer ces choses-là et lui demander ce qu'il en pense. Et donc, ça, c'est vraiment le mode qu'on utilise dans la supervision, dans l'intervision, etc., en entretien motivationnel. Mais je pense que ça peut vraiment le but, c'est de nous rendre plus autonomes et plus confiants dans notre capacité à pratiquer l'entretien motivationnel. Je pense que ça peut vraiment se transposer avec le patient de la manière dont j'ai proposé, par exemple. Et pour les kinés, pour que les kinés prennent aient plus confiance justement dans leur capacité à changer justement les comportements, est-ce qu'on pourrait aussi, je pense que ce serait super si on avait ces systèmes de supervision qui seraient beaucoup plus systématiques pour nous aider à progresser. On est en train de travailler dessus aussi. On est en train vraiment de réaliser cette problématique là. On est en train de travailler dessus et de probablement, je suis en train de travailler avec quelqu'un là pour potentiellement proposer une journée de supervision de pratique. On a cette idée-là de réunir des professionnels qui amèneraient potentiellement des enregistrements de séances et de faire justement avec donc à la fois d'apprentissage par les pairs parce que avec d'autres confrères de réfléchir à ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, etc. et d'être guidé par des formateurs. Et du fait de mon master, j'ai développé des compétences pour ça et j'ai une autre personne, encore une fois, qui est impliquée là-dedans, mais on est en train d'y réfléchir parce que vraiment c'est trop frustrant de se dire qu'on a plein d'outils et qu'à un moment donné, il manque peut-être ce truc-là pour donner suffisamment confiance, pour que les personnes l'appliquent vraiment. Après, il y a la notion de révision. Là, encore une fois, avec de la méthode McKenzie où il y a des niveaux A, B, C, D et en définitive les deux derniers niveaux on fait alors maintenant il y a des membres mais auparavant on faisait rien de nouveau mais c'était de la révision après pratique de poser des questions de réfléchir ensemble d'aborder des choses plus complexes etc et ça renforce vraiment l'apprentissage ça augmente sa confiance du thérapeute dans ses capacités à mettre en place. Et c'est aussi pour ça du coup que par rapport à cet entretien motivationnel, nous on est surpris et surtout vraiment frustré d'avoir moins de personnes en niveau 2 qu'en niveau 1 parce que on se dit que malheureusement les personnes ne se donnent pas les moyens d'avoir un outil suffisamment intégré quoi, de prendre confiance dans cet outil-là. Alors bien sûr, il y a un gros souci d'intérêt, moi je suis formateur, mais au-delà de ça, que ce soit avec nous, il y a d'autres organismes, peu importe. Il y a vraiment un questionnement par rapport à ça. Oui, c'est vrai qu'on peut se dire, on fait une formation sur 2 jours, 3 jours, et après, hop, à nous de nous débrouiller seuls au final pour l'appliquer. Et on sait très bien que c'est quand on est dans la pratique que nos questions émergent, que nos difficultés émergent aussi. Donc effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de suite, ça peut être quelque chose de frustrant et qui limite, qui limite le développement de nos compétences. Ouais. Aurélie, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus. Oui, je trouve qu'à chaque niveau, il y a une lecture qui va être différente. Et plus on commence à palper un sujet, et plus ça va nous parler. Et donc le niveau du dessus va nous apporter encore d'autres choses qu'on n'avait pas forcément encore conscientisées. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Le fait de découvrir une technique
ben, ça nous fait prendre conscience de choses, on a envie de changer, on essaie de la maîtriser, et puis si on approfondit, on se rend compte que bah oui, ça, j'avais pas encore pensé que ça pouvait aider là-dedans, et ça ouvre d'autres portes en fait. Et plus on approfondit le sujet, c'est valable pour tout, bah, plus on voit ce qu'on peut encore améliorer et l'importance que ce petit point qu'on a vu il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, à quel point il est puissant et à quel point c'est un levier fort pour le patient. Et le fait d'être accompagné, supervisé ou en intervision, donc avec d'autres personnes avec qui on agit, ça permet de passer ces caps-là à la fois hyper importants et à la fois hyper gratifiants parce qu'on voit à quel point on avance, à quel point on comprend mieux le sujet. Et je trouve ça super que Guillaume essaye de réfléchir à ce fonctionnement-là parce que c'est vraiment un apport énorme. Et c'est vrai, encore une fois, ce que Mike aime à rappeler dernièrement, c'est que, en fait, on n'apprend pas avec l'expérience, on apprend en réfléchissant notre expérience. Et notamment les outils qu'on veut proposer dans un premier temps, c'est d'aider chacun à réfléchir lui-même à une expérience clinique et avoir des questions qui le guident pour qu'au fur et à mesure de sa réflexion, il arrive à identifier des priorités d'apprentissage ou d'évolution et qu'après il définit des actes. En fait, il y a une série de questions qui nous fait réfléchir. Donc, il y a à la fois l'autoréflexion et il y a, comme le dit Brice et comme tu l'as dit Aurélie, il y a les groupes de pairs, en fait. C'est un truc avec les médecins avec qui je travaille là que j'ai découvert. En fait, les médecins, ils ont des groupes de pairs hebdomadaires où ils échangent sur leurs pratiques entre eux et ça leur permet de réfléchir et puis de réfléchir à plusieurs. Et effectivement, si on est tout seul, j'en parlais avec Camille qui est en Bretagne, hein, encore une fois, dans le système de santé anglais public, où ils ont des temps dédiés à ça, quoi. Ils réfléchissent en équipe. Nous, la difficulté, on est des libéraux. Ce temps-là, il est pas rémunéré. Et comme si on prend du temps avec nos patients, la séance n'est pas un prix très élevé. Déjà on fait beaucoup d'heures, donc accorder encore du temps à notre métier qui n'est pas rémunéré, c'est pas facile. Et donc il y a vraiment un gros intérêt à ces histoires de groupes de pairs, de réflexion personnelle, etc. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit à un outil, parce qu'on se dit qu'une façon de soutenir, c'est au moins de donner un outil à disposition des gens, parce qu'on peut avoir envie de le faire, mais pas savoir comment faire. Déjà, faire tomber cette barrière-là dans un premier temps. Mais c'est trop important, ça, pour favoriser l'autonomie. Et encore une fois, ce qu'on réfléchit pour nous comme professionnels, l'idée, c'est comment on peut transposer ça à une situation avec un patient, quoi. Parce qu'on n'a pas des situations où, par exemple, il y a des groupes de patients qui existent. Où la première démarche, c'est d'abord de faire réfléchir les patients entre eux à un problème avant forcément de leur donner une solution ou de leur proposer une solution. Donc, c'est intéressant parce que ces dimensions-là, elles sont transposables en les modifiant un peu à notre pratique avec les patients ou à notre apprentissage en tant que professionnel. C'est exactement ce que je pensais, c'est le groupe de pairs. Enfin, pour les patients, c'est vraiment ça, le groupe encore. Faut-il savoir l'amener, le prendre en charge, l'animer, l'accompagner, mais c'est une tellement grande richesse quand les patients ils se soutiennent, ils s'écoutent, ils partagent, ils produisent ensemble des choses, ils réfléchissent ensemble. Et là, en termes d'autonomisation, il n'y a pas plus fort. Vraiment, cette ébullition intellectuelle qu'il y a entre eux, ou la créativité qu'ils vont chercher pour proposer quelque chose. Et si nous, on arrive à créer un climat de bienveillance, de non-jugement entre les patients, c'est hyper fort à quel point ils arrivent à sortir des choses pertinentes, quoi. Donc ces groupes, c'est super, je trouve que c'est quelque chose de très riche. Tu vois, ce que tu me dis, là, ça me fait réaliser un truc, en fait. Quand on parle d'autonomisation, moi j'avais tendance à voir ça à l'échelle individuelle. C'est autonomiser une personne, le rendre autonome, il faut qu'il puisse se débrouiller tout seul. Et en fait, non. On peut très bien aider une communauté à s'autonomiser. Alors bon, c'est vrai qu'avec le confinement, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais on est quand même des animaux qui vivent en société. On a besoin de ce lien social. Et je pense qu'on le ressent tous en ce moment, ce besoin-là. Et donc, du coup, comment autonomiser un groupe
un groupe social parce qu'ils peuvent après se soutenir entre eux et moins dépendre du thérapeute. Peut-être qu'ils vont dépendre un peu des uns des autres, mais on est des bestioles qui ont besoin des autres et ces liens sont importants. Et c'est des liens différents que ceux d'avec un thérapeute, quoi. Pour rebondir sur cette nécessité de formation, on a une question de Johnson qui est en Côte d'Ivoire à Abidjan. Donc, on espère que la technique marche jusque là-bas. Bonjour Johnson, tu avais une question sur les possibilités. Je l'ai. Ah non, il est toujours là. Il revient. Alors, on va y arriver, ça va la technique. Non, il est reparti. Voilà, Johnson, il faut que tu restes sur le salon en direct pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, donc tu avais une question justement sur les possibilités éventuellement de formation à distance. Bonjour Johnson. Oui, bonjour. Comme je dis à Clément, merci énormément. Je connais l'agence EBP en venant aussi faire cas en 2018 à Rouen. Et depuis lors, je vous suis en tout cas régulièrement. Et surtout les podcasts de Guillaume, tout ça. Donc, vraiment, le sujet de l'autonomisation du patient et plus généralement de l'entretien motivationnel vraiment m'intéresse énormément. Donc, j'avais demandé de savoir est-ce que c'est une formation qu'on pouvait faire à distance. Parce que là, chez nous, dans notre contexte, nous travaillons en milieu hospitalier, surtout. Et là, le pays est sous-doté vraiment en kiné. Et donc, le seul kiné, il a énormément de patients. Donc, si vraiment il y a plusieurs qu'on peut, avec l'autonomisation, on peut vraiment les aider pour être moins dépendants de nous. Je crois que vraiment c'est quelque chose qui m'aiderait moi personnellement dans ma pratique. Et voilà. Quand je vous contacte ce matin, je dis que vraiment vous suivez depuis d'Afrique et vraiment ça nous fait du bien tout ce que vous faites et vos formations. Merci. Merci beaucoup. Merci de ton retour et puis de prendre le temps de me contacter. Ouais, effectivement, l'entretien motivationnel, c'est un des objectifs, d'économiser le patient. En fait, on a forcément qu'avec cette période de confinement, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en apprentissage en ligne. L'entretien motivationnel, ce qui est difficile, c'est que les formations sont basées sur des ateliers où les participants, les apprenants, font des exercices entre eux pour ressentir l'importance des trucs. D'avoir une formation purement théorique, je pense que lire le livre, c'est tout aussi bien. Après, il y a sans doute des formules, parce que maintenant, il y a plein de modalités d'apprentissage qui se développent. Il y a sans doute des formules qui pourraient être intéressantes. Il faudrait trouver une bonne plateforme pour que les participants puissent interagir entre eux, etc. C'est sûr qu'on perdrait un peu une dimension pour vraiment ressentir la puissance de tel ou tel outil, etc. Mais clairement, ouais, c'est une réflexion qui serait intéressante à mener pour voir comment on pourrait donner accès plus à distance. Ouais. Donc pour des personnes qui sont très loin, pour des personnes simplement qui ne peuvent pas se déplacer. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélie, toi ? J'ai réfléchi parce que nous, on a eu Charles Laguerre, avec qui on donne des cours en TD donc à la PHP en école de kiné. Et donc avec le confinement, bien sûr, les TD ont été annulés pour le mois de juin et on nous a sollicité pour éventuellement donner un PowerPoint aux étudiants. Et la réflexion pour nous, ça a été la même que ce que tu as dit, c'est que l'importance de cette méthode, c'est quelque chose qui vit et qui s'expérimente. Donc les effets sont beaucoup moins puissants que si on lit quelque chose. Et le livre est tellement bien écrit que dans ce cas, autant lire le livre. Du coup, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est peut-être une plus pour Guillaume, mais je ne sais pas si ça peut s'appliquer sur un long format, mais on a essayé de faire un enregistrement audio d'un échange entre un kiné et son patient et d'avoir pour les étudiants un questionnement à avoir sur ce qu'ils entendaient pour se poser des questions. Donc on a essayé de créer un format un peu hybride, interactif, mais c'est sûr que ça n'a pas la puissance du vécu et la richesse que ça peut apporter. Donc c'est un chantier énorme d'imaginer quelque chose à dire, mais pourquoi pas. Sans doute qu'on se met En fait, on réalise tellement à quel point il y a un impact pendant les formations, où vraiment il y a une alliance qui se crée entre les apprenants et les formateurs, etc.
le fait que les gens réalisent, et puis dans des débriefs, tout ça, enfin, après les utilisations des outils, tout ce que les gens réalisent, tout ce qui ressort des discussions, c'est tellement précieux. On a tendance à se dire qu'on peut pas avoir quelque chose de similaire en faisant différemment. Maintenant, c'est peut-être de la fainéantise. Sans doute en réfléchissant un peu plus, sans doute que justement en utilisant des vidéos, en faisant réfléchir les personnes sur des vidéos, en faisant, encore une fois, il y a des moyens techniques, je pense maintenant, qui peuvent permettre de faire interagir les gens à distance. Je sais pas, sur un groupe de 10, avoir deux personnes qui interagissent entre elles, et puis après ramener tout le monde, avoir des temps comme ça va pouvoir s'organiser. Quand on a des nouvelles contraintes, on trouve des nouvelles solutions, donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et comme tu dis, Johnson, si, enfin, on a une problématique, même si on a peur parfois de quelques patients enfants, en fait, des patients, on en a trop. Après, ça dépend des zones où on travaille. Et comme tu dis toi, si vous êtes vraiment sous effectif très fort, je comprends ce besoin, cette volonté d'autonomiser les patients. Et non, ce sont des choses qui se réfléchissent et du coup, merci d'amener cette problématique-là pour nous aider à comprendre son importance et à nous pousser à réfléchir à ça. Ouais. Ça va t'occuper ton emploi du temps qui est chargé. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais d'idée. Alors... oh là là, j'ai déjà du mal à gérer toutes les idées. Après, c'est important. Non, l'autre solution, c'est d'aller donner un cours à Abidjan. Voilà, ouais. Oui, aussi vraiment. Ok, je crois que pendant qu'on y est, je peux dire, aussi je suis dans le bureau de notre association nationale et vraiment si Guillaume est disponible, on peut déjà peut-être créer le lien et pourquoi pas vous déplacer. Super. Pourquoi pas. Ouais. Et ben voilà, on a un lien direct maintenant. Après okay. L'idée en fait c'est de je pense qu'il faut qu'on arrive à former de plus en plus de personnes, mais à former pour être formateur. Parce que le problème après, c'est d'arriver on peut pas se diviser à l'infini. Et plus on est, alors nous on a la chance d'être déjà 6 pour donner les cours, mais à chaque fois on est 3 ou 4 à être mobilisés par chaque cours. Mais plus on est nombreux à pouvoir faire ça, et plus on pourra répondre aux demandes et se déplacer plus loin et ouais, plutôt que d'essayer de tout faire par nous-mêmes, je suis réaliste à un moment donné. Ouais. En tout cas, merci. Je voudrais aussi savoir où on peut, le livre, on peut l'avoir en ligne. Le livre, c'est une version électronique ou c'est une version papier uniquement? Ça, je sais pas. Je sais pas. Le livre de Miller Ironique, là, je sais pas s'il est en version, probablement, hein, mais j'avoue que je sais pas. Okay. Je peux avoir le nom de l'auteur en entier si c'est possible. Ou bien oui, on va te le noter dans le chat. On va le mettre dans le chat, ouais. Ouais. D'accord, ça marche. Super. Merci beaucoup. Merci. Alors, il est déjà 11h45 et j'ai l'impression que cette discussion pourra encore durer pendant des heures et des heures. Malheureusement, il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné. Est-ce que Aurélie ou Guillaume, il y a des choses que vous souhaitiez apporter ce matin qu'on n'a pas abordé encore? Je regarde la trame qu'on s'était fixée, on a à peu près vu le pourquoi c'est important, le comment, les contraintes pour le patient, pour le thérapeute. Est-ce qu'il y a des choses supplémentaires que vous souhaitez apporter? Aurélie? Je réfléchis. Des choses complémentaires, je pense que c'est des choses qu'on a déjà dit, mais de croire en les capacités du patient, parce que même si c'est quelque chose qu'on dit et qui fait bien à être dit, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment réalisé encore plus là dans l'année qui vient de se passer. Le fait de croire en l'autre. On a toujours des patients, on a un peu qui rechignent à faire des choses par eux-mêmes, qui ont besoin toujours de cette supervision d'un thérapeute, qui redemandent des rendez-vous, qui sont toujours demandeurs et pour qui on est un peu le modèle ou alors qui veulent absolument revenir en séance toujours et toujours. Et j'avais encore il n'y a pas longtemps la sensation que c'était lié à ces patients-là en fait.
Et finalement, plus je réfléchis et plus on donne la possibilité de croire que l'autre est capable d'évoluer vers quelque chose de plus autonome, plus on lui permet de le faire en fait. Donc c'est ça que j'aimerais finir sur le fait de croire que la personne qu'on a en face de nous, elle est capable de faire des choses par elle-même. Et plus nous, on va en être persuadé, plus elle aussi, elle va en être persuadée. Donc voilà, c'est sur ce point-là que j'aurais envie de terminer. Parfait, merci Aurélie. Est-ce que Guillaume, tu as quelque chose à rajouter? En fait, pour prolonger ce que dit Aurélie, en fait, l'idée, c'est de croire suffisamment à ça pour se donner la chance d'essayer et avoir suffisamment de recul pour se rendre compte de l'effet, en fait. De se rendre compte que plus on fait confiance à l'autre et plus on a de bonnes surprises. Et voilà, plus on est centré sur le patient, plus on a de bonnes surprises. Et parce qu'on a des bonnes surprises, ça renforce notre volonté de le faire. Et c'est un cercle vertueux après. L'idée, c'est qu'il faut d'abord être suffisamment convaincu pour au moins essayer. Et je pense sincèrement que ces séances de supervision qu'on a fait, qui nous font analyser ce que nous on fait avec nos patients, reprendre ce qu'on a dit et ce qu'on aurait pu dire et quel impact ça a eu et quel impact ça aurait pu avoir, ça nous permet vraiment de réaliser tout ça en fait. Ça rend les choses concrètes parce que là on parle de ces principes-là. On va essayer de donner quelques exemples plus précis, plus concrets, on va dire, plus pratiques, mais d'analyser ces pratiques et ça permet vraiment de se rendre compte de cet impact quand on n'a pas fait et puis quand on a fait. Ouais. C'est des questions de confiance en fait dans tout ça. Confiance en soi, confiance dans le patient. Ouais. Super, merci à tous pour ces échanges de ce matin. Donc chacun a pu parler un peu ça a été beaucoup sur l'évolution de nos pratiques et des changements de comportement, les changements de point de vue et de relation avec le patient. On a parlé alliance thérapeutique pour reprendre les mots-clés, alliance thérapeutique. On a parlé de rendre le patient acteur, de laisser le pouvoir au patient. Et puis on s'est interrogé sur pourquoi est-ce que ça pouvait être intéressant de donner de l'autonomie aux patients, quelles étaient les barrières. On a parlé aussi des barrières liées à notre modèle médical. Charles est intervenu sur le chat pour nous parler de justement ça, de notre changement de position en tant que soignant dans ce modèle biopsychosocial. Michael est intervenu justement pour apporter de la nuance sur cette question d'autonomiser le patient et indiquer que l'objectif serait peut-être plus une autonomie dans sa vie, mais que ça peut passer par des soins où le patient n'est pas 100% autonome et qu'il faut écouter le patient et respecter son rythme. Brice est intervenu pour nous parler de son expérience, diplômé en 1996 et il nous a parlé de l'évolution qu'il a eu lui dans sa pratique et comment il a changé aussi au fur et à mesure de ses formations. Madeleine se questionnait sur justement comment interagir avec le patient quand on a fait une nouvelle formation et qu'on veut absolument la mettre en pratique avec notre patient. Comment l'amener, comment respecter aussi le patient, ne pas tout bousculer. Respecter la confiance que le patient nous a fait jusque-là. On a parlé de comment est-ce qu'on allait mettre en place cette autonomisation du patient, si je puis dire, et que ça reposait beaucoup sur l'expérience qu'allait avoir le patient, du fait qu'il peut s'améliorer, et de la qualité de la relation qu'on va avoir avec le patient. Donc, ça passe par des compétences communicationnelles qui peuvent s'apprendre, ce sont des choses qui s'apprennent. Et donc, l'entretien motivationnel est un exemple de techniques qui peuvent nous aider pour améliorer notre communication avec le patient. On a parlé de la nécessité de supervision pour nous améliorer la confiance qu'on va avoir en nos compétences.
Et on a fait le parallèle avec la supervision qu'on pourrait apporter au patient, en tout cas le soutien qu'on peut lui apporter pour que lui aussi ait confiance dans ce qu'il peut faire. Et puis on a fini avec Johnson de Côte d'Ivoire qui voyait l'intérêt de mettre en place des techniques d'entretien motivationnel avec des patients de l'hôpital où il travaille et s'interroger sur des possibilités de formation à distance. Voilà, donc de belles perspectives pour la suite. En tout cas, merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés ce matin. On espère que cette émission vous a plu. Surtout, on a besoin maintenant de vos retours sur cette émission pour savoir si c'est un format qui vous plaît et si vous souhaitez que ce soit poursuivi. Pour l'instant, c'était les 2 émissions test qu'on a fait la semaine dernière et cette semaine avec malheureusement quelques soucis. Maintenant, pour savoir si on continue les émissions, il faut vraiment qu'on ait vos retours. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours directs ou à partager autour de vous si c'est quelque chose qui vous a plu. Si tout va bien, on aura la possibilité de pouvoir réécouter l'émission sur Facebook, YouTube et en podcast. J'espère que ce matin tout a fonctionné. Voilà, donc merci beaucoup à Clément qui a géré le standard, à Guillaume, Aurélie et toutes les personnes qui sont intervenues. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire pour conclure. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, merci de nous avoir écoutés, merci à toi d'avoir animé l'émission, c'était cool, c'est vraiment agréable ces trucs-là. Je n'ai pas d'expérience auditeur, mais en tout cas de notre position, c'est vraiment chouette. J'espère qu'on pourra reproduire ça, reproposer ça de temps en temps, même après le confinement. Je redis que ça va être soumis un petit peu, on va regarder un petit peu le nombre de vues et le nombre de réécoutes en espérant que ça ait marché pour nous aider à prendre cette décision-là. Donc, voilà, n'hésitez pas à partager. Plus on aura de gens qui vont s'intéresser à ce format et puis on aura de chance de le maintenir. Voilà. Et merci donc à Clément au standard et merci à Aurélie pour ton temps en espérant que ça s'est bien passé pour tes petits. Ça s'est bien passé pour tes petits. Dans la communication, tout va bien. C'est pas venu de voir, ils vont rester à canaliser. Ils sont partis. En tout cas, merci à tous. C'était très chouette de partager ce moment avec toute l'équipe. Alors, merci à tous les 3 et merci à tous les auditeurs et ceux qui sont intervenus. C'était vraiment un moment sympathique. Parfait. Merci beaucoup Aurélie. Merci à tous. Et puis, bon dernier week-end de confinement. Et à bientôt, on l'espère, si vous le souhaitez. Bonne journée à tous.